Je ne sais pas si tout le monde est là en fait parce que je ne sais pas qui doit être présent, mais je m'avais dit 25-30 personnes, donc je pense que le compte y est. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vous remercie aussi déjà préambule de m'avoir invité, sans nous connaître. J'ai juste eu Didier au téléphone, il m'a beaucoup parlé, et puis pour ceux qui me connaissent. Oui, pas de souci. Oui, non, ça va. Et donc, voilà, donc je crois que c'est Espace Possible qui nous avait connectés. Donc je suis Arnaud, je travaille chez Périphéria, on est à Bruxelles, enfin notre association a ses locaux à Bruxelles, à Molenbeek, pour ceux qui connaissent peut-être, sans doute, oui. Voilà, c'est internationalement connu maintenant. Et voilà, donc je vais vous présenter un petit peu... Alors nous on a un petit... quand j'ai vu les autres collectifs, je me suis dit, oulala, mais en fait, je sais que des mecs qui bossent à fond dans l'espace public et tout, moi je suis pas un bricolo rigolo. Notre association, on n'est pas des bricoleurs, on n'intervient pas directement dans l'espace public, mais on est vraiment dans une posture plutôt d'accompagnement et aussi avec cette notion d'espace public de débat. Donc je pense que j'aurai peut-être une présentation qui est un petit peu décalée par rapport aux autres, mais en même temps, voilà, ça sera peut-être l'occasion d'avoir aussi un regard un peu différent. Mais la question de l'espace public est extrêmement présente évidemment dans nos préoccupations et dans nos pratiques. Alors, donc c'est ce que j'ai intitulé réappropriation citoyenne de l'espace public de débat. La notion de débat est vraiment un point central chez nous. Juste pour dire aussi, on a 2 heures, c'est ça plus ou moins ? Jusqu'à midi et demi. Je vais parler, je sais pas, je vais voir un petit peu, mais j'aimerais bien en tout cas vraiment qu'on ait un temps d'échange. Si vous avez des questions, peut-être vous pouvez les noter. Il y aura plusieurs parties, donc après une partie on pourra échanger un petit peu. Et puis vraiment j'ai envie de pouvoir échanger avec vous et de profiter de toutes les personnes qui sont ici, parce que je pense qu'il y a vraiment aussi, à mon avis, des regards très très intéressants dans tout le public. Et donc voilà, je pense que c'est intéressant de pouvoir prendre un temps d'échange. Alors Périphéria, c'est donc comme le nom l'indique, c'est la notion de périphérie. C'est Patrick Bodard qui était au Brésil et qui a travaillé dans tout ce qu'on appelle les favelas pour vraiment travailler avec les habitants sur la ville, la construction d'une ville avec ses habitants et de vraiment, voilà, c'était au niveau de la périphérie de Fortaleza. Il y avait des liens donc déjà au départ qui sont forts avec l'Amérique latine, qui le restent encore actuellement et d'où le nom un petit peu exotique. Il y avait un centre Périphéria qui a vu le jour dans les années 80 et qui a été du coup un peu à l'initiative du Périphéria Belgique. Donc dans les années 90, je vais parler en belge. Hein. Ça va, 90 ? Oui, c'est la même chose ici, je pense. D'accord. Dans les années 90, Patrick est revenu et a voulu un petit peu s'inspirer, vraiment mettre en pratique ce qu'il avait, ce qu'il avait testé au Brésil. Et de voir un petit peu, est-ce que c'était possible de développer ça dans une capitale européenne, avec un contexte tout à fait différent, mais en s'inspirant vraiment de pratiques d'Amérique latine. Alors, une des dimensions au niveau de Périphéria, c'est cette notion de partir des capacités des personnes, de se dire, il y a cette notion de capacitation. Ce qu'on appelle la capacitation, c'est vraiment de partir des ressources, des capacités des gens. On a tous des capacités, on ne s'en rend même pas compte, on ne s'en rend même plus compte, et de pouvoir vraiment être dans cette dimension de valorisation des capacités et de renforcer ces capacités-là. Ça passe par du coup un renforcement des collectifs citoyens pour qu'ils aient davantage d'impact sur l'environnement. De travailler aussi avec des personnes qui sont souvent relayées aux oubliettes, qui sont oubliées dans la démarche de participation. Et vraiment aussi, cette dimension de capacitation passe par le croisement des points de vue. Ça, c'est vraiment une dimension essentielle dans notre pratique, c'est de se dire que c'est à travers la rencontre qu'on va pouvoir à la fois mieux se connaître et à la fois découvrir des capacités d'autres personnes, s'inspirer et être dans une dimension de capacitation. La dimension d'inspiration de pratique d'ailleurs, elle est née dès le départ en Amérique latine et elle continue à nous inspirer et à irriguer nos pratiques. Alors, plusieurs territoires d'action et d'intervention. On est donc à Bruxelles, comme j'ai dit, à Molenbeek, mais on est aussi en Wallonie, donc qui est la partie francophone de la Belgique. Maintenant, mon collègue Patrick est parti s'installer à Toulouse et donc il développe des choses aussi maintenant là-bas. Il continue à faire 2 voyages par an en Amérique du Sud pour venir en appui à des collectifs, principalement au Brésil, mais aussi dans d'autres pays en Amérique latine.
et plus récemment aussi en Afrique avec des pays lusophones, donc Angola et Mozambique, en essayant aussi de faire des échanges avec l'Amérique latine et l'Afrique. On a aussi des échelles d'intervention différentes. On intervient à un niveau quartier, c'est vraiment l'échelle, je dirais, la plus commune, mais on est parfois aussi à des échelles d'intervention au niveau communal, donc municipalité, et puis à la dimension régionale. On a vraiment je dirais, ce souci de pouvoir travailler à différentes échelles pour voir un petit peu travailler cette notion d'incidence, de voir comment on peut, parfois à partir d'une échelle locale, essayer d'avoir un impact à un niveau plus communal et de jouer sur ces différentes échelles. Et les différents territoires d'action, c'est de voir comment tout ça se croise à travers des rencontres, des collectifs brésiliens qui viennent en Belgique, à l'inverse, qui vont au Brésil. Voilà, c'est vraiment essayer de faire ce mélange et ce croisement. Alors, 4 portes d'entrée pour nos pratiques, mais en même temps, actuellement, ça bouge tout le temps. Voilà, c'est, je dirais, une manière de se présenter, mais il y a une partie qui est vraiment donc accompagner des dynamiques de participation, être dans vraiment faciliter ces pratiques-là. Ah ben j'ai mis 2 fois d'ailleurs, tiens. Bon, voilà. J'étais en train de finir mon PowerPoint hier soir un peu tard. Mais c'est pas grave. La dimension d'analyse et de développer un esprit critique, ça c'est ce qu'on appelle l'éducation permanente en Belgique, peut-être l'éducation populaire en France, en tout cas la dimension vraiment de permettre aux citoyens d'avoir un esprit critique par rapport à leur environnement. C'est je dirais que c'est vraiment assez incroyable en Belgique, qui reste cette ligne de financement, qui finance en gros énormément d'associations pour critiquer le politique. Donc c'est quand même assez intéressant et qui nous laisse une marge de manœuvre totale sur les actions. La dimension d'initier et encourager de nouvelles pratiques, c'est à partir de pratiques d'Amérique du Sud, notamment ce qui est le plus connu, le budget participatif. Porto Alegre, ça a été, en tout cas on a essayé de l'implanter, je dis bien on a essayé parce qu'on n'est pas arrivé à le mettre au même niveau que Porto Alegre en Belgique, mais aussi, je vous en parlerai d'autres projets, mais tels que les Community Land Trust, voilà, une série de choses. Et puis du coup, faciliter, accompagner, et tout ce qui est appui méthodologique qui se mettrait, on est plus dans une position d'accompagnement de structures. Donc par exemple des animateurs socioculturels, on peut venir en appui à une association qui veut développer des pratiques, et on va vraiment voir quel trajet on peut mettre en place pour développer des pratiques de participation. Et donc là on n'est pas au cœur de l'animation. Concrètement, c'est l'animation d'espaces de débat public, des ateliers de travail urbain, autour de l'aménagement notamment d'espaces publics, le renforcement des capacités citoyennes à travers l'éducation permanente, et notamment ce projet qui est qu'on appelle capacitation citoyenne, qui est un réseau, qui n'est pas vraiment un réseau, mais qui est en gros un espace de rencontre entre collectifs citoyens en France et en Belgique. Et puis les appuis méthodologiques, ça j'ai dit, et l'émergence de nouvelles pratiques, Community and Trust, et actuellement le Community Organizing aussi, où on est pas mal inspiré par ce qui se fait à Grenoble avec l'Alliance citoyenne, qui développe toute une approche qui travaille à partir de la colère des habitants, et puis de mettre en place des campagnes citoyennes. C'est quelque chose qui nous a pas mal inspiré, et on dit tiens, il y a des trucs intéressants là-dessus. Et puis la coélaboration, la coproduction d'outils méthodologiques, c'est notamment, j'en ai apporté quelques-uns, mais j'ai pas pu dans ma valise en prendre pour tout le monde, je suis désolé, mais de toute façon ils sont disponibles en ligne. C'est vraiment se dire, tiens, on a des questionnements, on n'a pas les réponses, mais en croisant les pratiques, on va essayer de dire, il y a peut-être des choses à raconter, des fils rouges à tisser, et voilà. Donc ça, c'est vraiment des publications qu'on écrit avec d'autres collectifs en croisant les pratiques, en organisant des rencontres. Dans capacitation citoyenne, il y a aussi une dimension qui était dès le départ, qui était la dimension de coécrire des livrets avec les habitants, avec les collectifs. On se met en position d'écrivain public à travers 3-4 rencontres. On permet aux gens de questionner leurs pratiques, de dire tiens, qu'est-ce que vous faites en fait, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur les personnes qui ont participé, sur votre environnement. On pose quelques questions, des questions un petit peu bêtes, je vais dire, mais qui sont, parce qu'on est extérieur, qui permettent au collectif de réfléchir à leurs pratiques et en même temps de diffuser des pratiques qui sont vraiment intéressantes. Et on a maintenant 80-90 qui ont été écrits depuis une quinzaine d'années sur tout plein de thématiques. Ici c'est un réseau social citoyen
qui est justement où ils croisent à la fois les travailleurs sociaux et les bénéficiaires, si on peut dire ça, et où ils organisent des activités ensemble. Voilà quelques photos, mais donc ça c'est Community Land Trust. Est-ce que quelqu'un connaît? Non, ouais, moi je t'en ai parlé vite fait. C'est quand même c'est quelque chose d'assez intéressant. Je pense que en plus ça fait du lien avec pas mal de choses qui se passent en Suisse. C'est l'idée qu'on sépare le sol de la brique et qu'on permet aux habitants de devenir propriétaires de la brique. Le sol appartient à une coopérative, en tout cas à un trust, donc c'est-à-dire une plateforme, une fondation qui permet du coup d'éviter la spéculation, puisque ça devient une propriété collective. Et ensuite, les personnes qui deviennent propriétaires n'ont pas à payer le sol. Et lorsqu'ils repartent, ou lorsqu'ils souhaitent revendre leur partie, les bénéfices, en tout cas les plus-values sont plafonnés, donc ça permet d'éviter aussi la montée des prix et la spéculation. Ça vient des États-Unis et puis on a essayé de le développer en Belgique. Et il y a aussi une forte dimension de dire tiens, le logement c'est pas que habiter, c'est aussi une dimension de quartier, et comment on arrive à développer des pratiques et ces projets, comment ils peuvent être aussi ouverts sur le quartier. Alors, la rencontre, ça c'est effectivement, on en parlait ce matin, mais dans capacitation, en fait l'idée c'est de se dire on va prendre des collectifs et on va les mettre ensemble, on va créer les conditions de la rencontre, c'est-à-dire prendre du temps d'abord de se raconter et puis d'identifier des questions qui nous sont communes. Et donc c'est vraiment d'aller justement à travers ce travail avec les livrets, on voit un collectif qui nous paraît intéressant, on va tisser des liens et puis on va essayer dans ce travail de confiance de pouvoir les amener à se rencontrer, vraiment en étant aussi attentif à ne pas se faire rencontrer que des professionnels. Une petite anecdote, c'est il y avait un travail important à Charleroi autour du sans-abrisme avec un projet qui s'appelle le Parlons-en, qui est un espace de parole entre travailleurs sociaux et sans-abri. C'était l'idée du coup de pouvoir faire venir ces sans-abri à Grenoble pour montrer comment ça se passait, et du coup ça a permis avec d'autres sans-abri de faire en sorte qu'ils développent aussi un Parlons-en à Grenoble, donc vraiment d'essayer de croiser les pratiques, mais en étant vraiment en faisant bouger les personnes qui sont au cœur de ces projets-là, et pas uniquement les travailleurs ou les professionnels. Des rencontres improbables, donc c'est vraiment se permettre que ces rencontres aient lieu, et la dimension aussi moi ici on me fait venir en Suisse, c'est aussi de pouvoir à travers de nouvelles, des pratiques qui viennent d'ailleurs, c'est aussi souvent inspirant, ça permet aux gens de se dire tiens, mais en fait ce qui se fait ailleurs c'est vraiment chouette, mais aussi en fait ce que nous on fait ça fait vraiment écho à ce qu'ils disent, et de trouver des liens et de vraiment être dans une rencontre qui permet de créer des dynamiques. Bonjour. Ah, de l'eau. C'est pas mal ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, l'espace public, je pense que vous connaissez un petit peu ce qui se passe, mais effectivement, il est de plus en plus limité. Principalement, c'est des espaces de passage, de circulation. On a les espaces publics qui sont construits par des architectes, des experts, etc. Et donc il y a aussi un enjeu de pouvoir vraiment remettre une parole des personnes qui sont souvent exclues de ces espaces-là. Et puis de plus en plus l'espace public est privatisé. On voit avec la publicité, les espaces qui sont aussi tout ce qui est mobilier urbain, où on voit vraiment de plus en plus des processus d'exclusion qui ne favorisent pas du tout la rencontre. Donc c'est un enjeu qui est, je dirais, assez large et sur lequel on essaie de travailler avec deux approches, qui est espace public en débat, espace de débat public. Je pense que c'est vraiment pour moi deux perceptions, deux ports d'entrée, qui est questionner comment est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut autour des espaces publics, quelles sont les fonctions, les usages, et comment est-ce qu'on va les co-construire avec les différents usagers. Et pas uniquement les habitants, mais aussi toutes les personnes qui y passent. Et puis de l'autre côté, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer des espaces de débat public. Comment est-ce qu'on arrive à recréer une agora, comment est-ce qu'on arrive à vraiment recréer des espaces de dialogue, d'échange et de rencontre. Je pense que les deux sont vraiment essentiels. On ne peut pas construire des espaces publics si on n'a pas des espaces de débat. Et les espaces publics sont aussi des espaces de débat.
Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi vraiment à recréer des espaces où tout ça peut vraiment être discuté et qu'on ne soit pas dans des entre-soi, qu'on ne soit pas dans des espaces fermés où tout se décide. Les boîtes noires, comme on pourrait appeler ça. Autour de l'espace de débat public, avec capacitation, il y a, donc je vous racontais l'idée de commencer à écrire des livrets avec les habitants, avec ses citoyens. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit, mais tiens, ça vaudrait le coup en fait de faire rencontrer ces personnes. Donc on a organisé des rencontres qui étaient d'abord dans des lieux fermés, plutôt des salles où on amenait les différents collectifs à se rencontrer, à échanger. C'était passionnant. Et à un moment donné, on s'est dit, mais ok, c'est chouette ce qui se passe là, mais on a envie de le mettre aussi, d'aller au-delà, de dépasser ce qui se passe ici entre nous et de pouvoir le porter dans l'espace public. Est née l'idée de créer des caravanes et de pouvoir être dans l'espace public à partir de questionnements, de dire tiens, comment est-ce qu'on amène ce débat sur la place publique. Et sont nées donc cette idée du débat entre soi au premier pas dans l'espace public. Je trouve que ce cheminement aussi est intéressant, c'est de se dire tiens, il y a des choses qui se passent dans des lieux fermés, dans un entre-soi, et c'est très bien, parce qu'avant d'aller dans l'espace public, il faut aussi qu'on puisse se connaître, pouvoir affirmer une parole, et qu'on n'est pas comme ça, on n'a pas directement dans l'espace public forcément quelque chose à dire, mais que la parole se construit aussi à partir d'un certain entre-soi, d'une confiance, et en même temps, il y a aussi vraiment besoin d'aller se confronter. Et c'est un petit peu le trajet finalement de capacitation, où les gens, c'était des collectifs qui travaillaient, qui étaient un petit peu isolés, puis on crée des espaces de rencontre, et puis petit à petit on se dit tiens, ça vaut le coup d'aller dans l'espace public. Mais l'espace public, ça peut être aussi quelque chose d'assez confrontant, ça peut être aussi difficile, et on va pas comme ça tout de suite dans l'espace public. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir. Alors donc capacitation, concrètement c'est une centaine de collectifs belges et français, mais alors une centaine c'est aujourd'hui... pour diverses raisons, le réseau se rencontre moins, notamment parce que le partenaire français qui était arpenteur s'est cassé la gueule, a arrêté. Il y a des questions de financement aussi, on a eu des financements à un moment donné qui étaient vraiment de pouvoir faire voyager ces collectifs, ça coûte cher. Et là maintenant, on est dans des difficultés aussi. On pourra en revenir, mais les financements nous contraignent de plus en plus à travailler par territoire, et on a de moins en moins la possibilité de pouvoir faire venir des collectifs français, d'aller en France. Les pouvoirs publics disent mais c'est quoi, ça sert à quoi de faire bouger des collectifs en France, qu'est-ce qu'on va y faire? Et on a de plus en plus de mal à faire ça. Dire que c'était pas du tout thématique, qu'il y avait des collectifs de chômeurs, de maisons médicales, de gens qui travaillent sur les jardins collectifs. On a vraiment voulu que c'était soit aussi une diversité de thématiques, et c'est ça qui en fait sa richesse. Souvent dans les réseaux, on travaille par thématique, par même enjeu. Et du coup, on se rencontre un peu entre soi, et puis finalement, ça tourne un peu en rond. Et là, c'est aussi de se dire vraiment comment est-ce qu'on peut aller chercher des gens qui travaillent dans la dimension socio-culturelle, des gens qui sont plutôt avec le secteur sans-abrisme, d'autres qui sont plutôt dans la culture, et comment on arrive à faire ce croisement, ce bouillonnement. Et donc, ça fait depuis 1999 que c'est co-géré par Périphéria et Arpenteur. Il n'y a pas de programme, le programme est défini avec les collectifs, et on n'a jamais eu une ligne de conduite bien claire, ça a toujours évolué en fonction des dynamiques, et voilà. Et aujourd'hui, il se fait que la dynamique est un petit peu retombée, mais en même temps, il y a des nouvelles perspectives, donc c'est aussi dire que ça fluctue, c'est pas quelque chose, on n'a pas une carte de membre, les gens se disent de capacitation citoyenne, mais parfois ils viennent, et puis ils ne viennent plus pendant plusieurs années, puis ils reviennent, c'est vraiment quelque chose de libre et d'ouvert. Des temps de rencontre et d'échange, vraiment prendre le temps de se rencontrer, ça c'est important. Ça, c'était une rencontre sur la question de l'art est-il politique, et on a vraiment amené des gens à pouvoir parler de gens qui travaillent sur théâtre-action, d'autres sur une diversité de thématiques. Un temps de débat à partir d'une question. Là c'est une autre rencontre qui était sur la santé est-elle politique. Tiens, est-ce que la santé, on le voit toujours de manière médicale, avec la dimension un docteur, etc. Mais en fait, c'est extrêmement politique, la santé. Ça touche de nombreux secteurs. Et là, c'était justement à partir d'une maison médicale. Donc, maison médicale, c'est un espace... je ne sais pas si vous avez ça en Suisse ou pas. Non. Donc, c'est un travail de soins santé qui est plutôt communautaire, et donc un accès aux soins qui est presque gratuit, et avec vraiment une dimension où on implique les usagers dans la réflexion autour de la santé, et aussi souvent des fonctionnements en autogestion pour les équipes
des maisons médicales. Les médecins sont payés à peu près au même niveau que les infirmières, les accueillantes, donc il y a aussi une certaine horizontalité et une dimension de vraiment de développer des pratiques communautaires. Là, c'est la maison médicale La Marcinelle qui est à Charleroi et qui fait voilà, un travail assez intéressant. Donc on était venus les voir avec plein de collectifs et on avait débattu. Et puis on s'était dit, c'est chouette de débattre, mais un petit peu comme aujourd'hui, bah, tiens, en fait de ce qu'il en sort, c'est intéressant de pouvoir aller dans l'espace public, porter ce qu'on a discuté. Et donc là on s'était dit, tiens, faisons un geste dans l'espace public à partir de ce qui a été discuté. Et donc on a commencé à travailler sur un travail de mobilisation, se dire tiens qu'est-ce qu'on pourrait faire, est venue l'idée de faire une allée silencieuse devant la gare avec une série de pancartes sur la question de la santé. Et donc on a commencé à travailler ça dans la même journée. Donc c'était en général la capacitation c'est un peu comme aujourd'hui, on arrive à 10h parce que souvent il y a des collectifs qui viennent un peu de loin, etc. On prend le temps le matin de se rencontrer, une bonne bouffe aussi comme ici, enfin vraiment un temps important pour le repas. Et puis l'après-midi c'est plutôt la leçon de débat et de voir tiens est-ce qu'il en sort quelque chose qu'on a envie de porter vers l'extérieur. Et puis aller dans l'espace public, là c'était je repasse de nouveau à la rencontre à Grenoble sur la question de l'art où on a occupé du coup un espace et où il y avait une série d'ateliers de rencontres pour justement aller à la rencontre d'autres personnes. Et voilà, ça c'est l'intervention devant la gare, souvent avec une dimension aussi où on filme. Donc dans les rencontres de capacitation, vous pouvez aller sur le site, il y a énormément de capsules vidéo où on a toujours eu une attention à l'outil vidéo était central aussi au niveau des rencontres, qui est souvent un peu intimidant et en fait on se rend compte que c'est quelque chose qui est assez puissant et qui est vraiment qui permet aussi de valoriser ce qui se fait par la suite de pouvoir diffuser. Donc un enjeu d'être entendu, ça c'est je pense essentiel dans la capacitation. Et de là on s'est dit tiens c'est chouette d'aller dans l'espace public mais peut-être que ce serait bien encore davantage vraiment oser affirmer ça et sont nés les Silence on parle qui est l'idée en fait de créer un espace de débat dans l'espace public en offrant une scène et un espace de tournage sur une place. Donc on trouve un endroit et on met un dispositif assez important de mise en scène qui est un espace de tournage, donc avec des caméras, et on invite les collectifs à venir prendre la parole 5 minutes sur une estrade face à d'autres collectifs, mais aussi à des gens qui déambulent dans la rue. Donc on essaie de prendre un espace où il y a quand même pas mal de passages, créer du coup cette agora et inviter les gens, les collectifs à venir parler. Ici, c'était un collectif de jeunes qui travaillent dans les marolles et qui avait fait tout un travail autour du quartier. Ils sont venus présenter ça et donc avec cette dimension de vidéo, donc c'est pas rien en termes d'organisation, c'est vraiment important. C'est un certain budget, mais donc tout ça pour dire aussi qu'on met une attention particulière à la mise en scène. Pour justement donner de la valeur à la parole citoyenne. On n'est pas avec une petite estrade, on est vraiment avec quelque chose d'assez imposant qui du coup attire le regard et qui permet vraiment de donner toute la place à cette parole citoyenne. Et le Silence on parle, c'est vraiment l'idée que silence, des collectifs parlent et on les écoute. C'est aussi tout un travail avec les collectifs pour les amener à voir tiens qu'est-ce qu'on a envie de dire comme parole et aussi de monter sur scène. C'est vraiment quelque chose qui est souvent pas évident pour des personnes qui sont parfois qui n'ont pas forcément confiance en eux. Donc aussi on les accompagne dans cette démarche-là et c'est souvent en termes de vécu pour les personnes, ils en reviennent vraiment avec on a osé prendre la parole devant une centaine de personnes et ensuite débattre. Donc c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable. Et donc ça c'est, je dirais, la première, en tout cas, premier élément par rapport à la capacitation. Donc la dimension de se réapproprier l'espace public, communiquer aussi des éléments, trouver des modes de transmission pour parler et pour être dans l'espace public. Et puis la dimension de confrontation, je pense que vraiment oser aller se confronter à d'autres dans l'espace public, ces collectifs qui viennent prendre la parole et puis des personnes qui les interpellent, qui sont parfois extrêmement touchées. Il y a eu des scènes assez incroyables de gens qui étaient vraiment
voilà, face à une parole, ils se disaient mais moi ça fait écho à quelque chose que j'ai vécu, une personne qui, voilà, il y a un collectif de sans-abri qui est venu parler, donc c'est le collectif Mort de la rue, qui travaille sur tout ce qui est hommage à tous les personnes sans-abri qui meurent chaque année dans la rue et qui font tout un travail de commémoration, et puis une personne dans l'assemblée qui était venue d'un collectif et qui, voilà, dit tout d'un coup, moi en fait mon fils, j'ai plus depuis 5 ans, il est dans la rue, je suis... ça me retourne complètement, et voilà, donc des espaces aussi émotionnels extrêmement forts. Des paroles aussi d'expression diversifiée, on n'est pas avec quelque chose on essaie aussi d'amener une dimension artistique à travers des interventions de théâtre, sur la chanson, ou vraiment essayer de trouver des modes d'expression aussi variés, de ne pas être uniquement dans la parole, voilà, au sens propre. Et puis aussi se dire qu'il n'y a pas un avis unique dans Capacitation. On a toujours évité l'écueil de se dire il faut que tout le monde soit d'accord. Non, on a tous des avis différents, c'est pas grave, et on n'essaie pas de tomber d'accord comme dans un réseau où il faudrait à un moment donné arriver à un mémorandum, se mettre d'accord sur une parole, un truc bien précis. L'idée c'est de garder cette diversité des discours, des paroles, et de vraiment valoriser ça. Ça c'est du coup un premier élément. Je ne sais pas si par rapport à ce que je viens de présenter, je parle vite, non? Aussi un peu. Ouais, je sais que j'ai un début de parole assez sympa. Donc du coup c'est bien que je fasse une pause. Mais je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà des questions, des réactions, partager aisément par rapport à ce qui est... J'ai une question. Ouais. C'est pas très clair pour moi le choix du sujet. Dans les débats. Ouais. Est-ce que c'est vous qui arrivez vers les gens avec un sujet, ou vous allez vers les gens et de là vous choisissez un sujet qui fait débat? C'est plutôt l'idée qu'on avait des rencontres de Capacitation qu'on appelait plénières, où justement c'était l'idée de pouvoir se dire dans l'année qu'est-ce qu'on a envie de travailler comme question. Donc ça pouvait être des gens qui proposent, ou nous qui venions en disant tiens, il y a un collectif qui travaille autour de cette question-là, est-ce que ce ne serait pas l'occasion d'aller dans le quartier et de faire une rencontre de ça? Donc il n'y a pas vraiment une posture, mais en tout cas c'est pas du tout l'idée que nous on venait avec un programme et qu'on invitait les gens à ces thématiques. Ça a été assez varié, et par exemple, j'en ai pas parlé ici, mais il y avait toute une réflexion autour de beaucoup de collectifs qui étaient confrontés à des problèmes avec la pauvreté, en tout cas des manques de moyens, et se dire tiens, il y a quelque chose à travailler autour de ça, et ils butaient, ils se disaient mais on va pas faire une rencontre sur la pauvreté, enfin ça n'a pas de sens, etc. Et du coup de fil en aiguille on arrivait à la notion de tiens, comment en fait plutôt parler des richesses citoyennes, et donc on a fait plusieurs rencontres comme ça qui ont petit à petit amené à l'idée de se dire tiens, est-ce qu'on ferait pas une banque des richesses citoyennes, et donc d'aller sur un espace public et de mettre en scène une banque vraiment avec je dirais les mêmes codes qu'une banque, c'est-à-dire avec quelqu'un aussi qui est en costard, etc. Mais où les gens étaient invités à venir déposer des richesses citoyennes, c'est-à-dire tout le temps qui n'est pas compris dans le PIB, dans l'économie, et tout le temps bénévole en fait qui est mis à disposition. Et on a commencé pendant 2 jours à collecter les richesses citoyennes qui ont été des heures en fait, et du coup ça a amené à une rencontre qui était en fait il y a énormément de choses qui se passent et qui ne sont pas comptabilisées dans l'économie, et du coup on a mis en débat ça. Donc c'est aussi des cheminements qui petit à petit, un enjeu qui émerge, et puis se dire tiens, comment est-ce qu'on peut le travailler et co-construire. Et donc l'idée de la banque est vraiment venue avec petit à petit dans les rencontres. Et puis on a appris se dire logistiquement il fallait un truc cabine, il fallait aménager tout l'espace, et ça on est vraiment là, on a appris, on va trouver les financements, etc. Donc mais ça vient un petit peu de fil en aiguille, itérative. Comment vous mesurez l'effet de ces démarches? Du coup, vous pouvez mesurer en fonction, est-ce que c'est politiquement après c'est bien dans la politique, est-ce que ça a fait des mesures concrètes? Et du coup, quel effet ça a eu finalement? Ouais. Parce qu'en soi, il y a des buts est-ce qu'ils sont atteints? C'est vraiment une question qui fait tout à fait sens. J'ai pas parlé ici, mais on a vraiment aussi ces notions d'incidence. La question de l'incidence et de l'impact, c'est vraiment quelque chose qui nous travaille souvent. On le met à 3 niveaux, à l'incidence individuelle, plutôt au niveau de la société, puis au niveau des politiques publiques, de voir qu'il y a des incidences qui sont à différentes échelles. On essaye, dans nos pratiques, d'essayer d'avoir des incidences à tous les niveaux, même si ce n'est pas du tout évident. Souvent, la plus évidente, c'est la transformation individuelle. Dans la rencontre, je vais avoir plus confiance, etc.
Et dans les livrets, par exemple, on questionne cette notion d'impact. C'est-à-dire, tiens, c'est chouette, vous rencontrez, il y a plein de choses qui se passent, maintenant vous avez créé des liens, il y a des gens qui n'osaient pas prendre la parole, qui la prennent maintenant, mais so what, qu'est-ce que ça a produit, et de questionner aussi, d'amener les gens à se demander ce que ça a produit. Alors, au niveau de capacitation, il y a un truc qui est tout à fait assumé, c'est de se dire, on ne veut pas arriver à une parole commune et donc à interpeller tel élu sur telle question, puisque d'abord on est avec des collectifs qui viennent de plein de territoires différents, et donc tout d'un coup se dire on va essayer de mener tout d'un travail à un niveau d'un quartier, c'est difficile. Par contre, ce qu'on peut voir comme impact, c'est que les espaces de rencontre permettent aux collectifs de découvrir d'autres pratiques et au fil du temps de développer. Ça a un impact au niveau des projets qu'ils mènent. Je parlais tantôt de ce collectif de sans-abri, donc on a donc fait venir ce collectif de sans-abri qui menait le Parlons-en à Grenoble. À Grenoble, les gens ont dit waouh, c'est incroyable ce qui se fait, on a envie de le développer aussi. Du coup, ils se sont mis à faire un Parlons-en à Grenoble. Mais les gens de Charleroi ont vu en fait que là, il y avait un collectif de droit au logement, donc un DAL femmes, donc qui travaillait les questions de logement sur les femmes. Et ils se sont dit, mais en fait, ça c'est génial, on a juste un droit au logement, mais on n'a pas cette question des femmes. Or, la question des femmes dans l'espace public et avec le sans-abrisme, c'est quelque chose qui est vraiment particulier. Et donc, ils sont revenus en disant, on va monter un DAL femmes à Charleroi. On a du coup écrit un livret aussi sur cette expérience du DAL femmes à Charleroi. Et puis à Grenoble, ils ont développé une fabrique de solutions autour de l'habitat, en essayant de mélanger à la fois des collectifs d'architectes, aussi des personnes sans abri, des gens du quartier, autour des questions d'habitat, de voir, tiens, comment est-ce qu'on ne pourrait pas développer des nouvelles solutions autour de l'habitat, les conteneurs aménagés, enfin il y avait toute une réflexion, voilà, de dire, croisons un petit peu les pratiques en termes des archis qui travaillent un petit peu, voilà, le collectif ETC notamment, qui est venu, enfin, donc, qui sont dans des nouvelles réflexions. Et donc ils ont développé cette fabrique, et on est revenu avec les collectifs de Charleroi et d'autres d'ailleurs de Belgique, et on a découvert ce lieu, on s'est dit ouais, c'est extrêmement intéressant, donc plein de réflexions, et de là se dire tiens, comment est-ce qu'on peut développer ça aussi chez nous à Charleroi, donc l'idée de lancer une fabrique à Charleroi. Donc c'est pour montrer que les impacts en fait ils sont à la fois au niveau individuel, les gens qui participent aux rencontres aussi ils en reviennent souvent vraiment boostés, il y a, on a vraiment des collectifs qui ont été transformés par les rencontres, mais aussi des pratiques qui se transforment au niveau des collectifs. Après, en général, nous, on se dit aussi qu'on permet la rencontre et puis que les choses se passent. On voit des effets, mais on ne voit pas tout. Il y a plein de choses qu'on n'a pas vues et dont on ne sait pas. Mais donc on a, en tout cas dans la capacitation, l'idée c'était vraiment de se limiter à des espaces de rencontre. Par contre, dans d'autres pratiques, on va essayer d'avoir effectivement des incidences au niveau des projets, etc. Donc, je dirais, les incidences, les impacts se travaillent à différents niveaux. Je ne sais pas si encore, ouais. Oui, moi c'est par rapport à cette notion, parce que tu parles beaucoup de collectifs. Pour moi, c'est un peu une boîte noire, en fait. J'arrive pas à voir ce que c'est, si c'est des associations, si c'est des choses informelles, etc. Et puis, du coup, je me demandais quelle était l'articulation entre l'individu et le collectif. Est-ce que les gens qui sont dans les collectifs ne sont pas déjà des gens qui ont des capacités, en fait, dans la mesure où ils appartiennent déjà à un collectif? Voilà, c'est sur ce niveau collectif qui m'interpelle. Oui, c'est effectivement un nom un peu commun. Ouais. C'est un nom un peu commun. Souvent, c'est quand même des collectifs effectivement qui sont en lien avec des associations. Donc, pour le cas des sans-abri, c'est Solidarité Nouvelle, qui est une association qui travaille sur la question de logement et qui a appuyé, en tout cas qui a accompagné des sans-abri pour monter ça. Parfois on a des gens qui autour d'un jardin partagé développent quelque chose, je ne sais pas, avec une association, et donc c'est un collectif d'habitants. Mais effectivement, dans Capacitation, c'est quand même des gens qui sont déjà autour d'un projet qui se retrouvent dans une dimension collective. On a en tout cas assez peu de gens qui n'étaient pas reliés à une dimension collective ou qui n'étaient pas déjà organisés. Après, le niveau d'organisation, la maison médicale, par exemple, c'est une structure qui est plus organisée, mais qui, en son sein, fait des groupes de travail, des groupes de parole, etc. Donc la dimension collective, elle est, effectivement, j'utilise le mot assez large, mais par contre, la dimension individuelle, elle passe effectivement à travers ces approches collectives, ces projets, et
et toucher les individus et les amener, c'est arrivé qu'on essaie d'organiser, enfin que dans les rencontres, il y a des personnes qui viennent de façon spontanée, qui ne soient pas reliées, mais disons que c'est d'abord et avant tout permettre des échanges entre des personnes qui sont déjà dans une démarche, mais quand même avec cette intention que ce soit des collectifs pas hyper connus, enfin pas en tout cas déjà qui sont je dirais hyper organisés, qui sont je dirais quand même avec parce que enfin il y a des niveaux, non j'aime pas dire ça, mais en tout cas il y a des gens voilà qui n'ont pas forcément besoin de comment dire. Ici il y avait des collectifs quand même qui étaient parfois très éloignés de projets comme on voit dans les quartiers et des gens qui spontanément s'organisent je dirais dans des jardins, dans des rencontres de quartier avec des gens voilà, qui sont culturellement plus à l'aise, etc. Mais cette notion individuelle collective, effectivement, elle est vraiment importante. Et par contre, ça, on travaille plus au niveau de lorsqu'on travaille dans un quartier, où on va essayer justement de toucher des personnes qui, elles, sont isolées et de voir, tiens, à travers une démarche, notamment les budgets participatifs, ça a été l'occasion, justement, en mettant des budgets à disposition, de faire tout un travail de mobilisation et d'amener des gens voilà, qui étaient seuls chez eux, une dame qui se disait moi je fais de la couture mais je ne sais pas très bien comment, etc. De se amener à dire tiens ce serait intéressant que tu rencontres telle personne et peut-être que vous avez des choses à faire. Donc là c'est plutôt un travail, ce travail au niveau individuel, il se travaille plutôt sur un long terme, dans des quartiers, etc. Et ces moments de rencontre, c'est pas évident, quoi. Ça va? On continue? Ah, c'est Vas-y. J'ai une question par rapport à l'éducation permanente. Tu as dit que c'est l'État qui finance ça? Ouais. C'est que c'est culturel? C'est la communauté française. Donc en Belgique c'est un peu compliqué, mais il y a toutes les matières qui sont liées à l'aménagement, enfin des choses physiques, et puis tout ce qui est lié à tout ce qui n'est pas matérialisable. Donc la culture, l'enseignement, l'accueil des personnes handicapées, etc. C'est tout ce qui est lié à la communauté française. Et donc c'est cette partie-là qui finance l'éducation permanente. C'est né dans les années 70 et c'est un financement qui est quand même de plusieurs... je crois que c'est plus ou moins 50 millions d'euros chaque année qui sont donnés aux associations sur des contrats de 5 ans avec donc un contrat-programme qu'on rentre en début d'un quinquennat où on donne des grandes orientations et puis en fait ce qu'on a justifié, on a absolument... les seuls comptes qu'on a à rendre c'est soit des heures de travail, de dire voilà vous êtes financé pour 250 heures de travail avec des collectifs, mais il faut juste montrer des traces, des photos, des éléments comme ça. Ou dans le cas de publications, les publications c'est financé par l'éducation permanente et là c'est on doit produire 7 outils, ça, pas forcément des choses comme ça, hein, mais 7 outils par an avec un financement donné. C'est vraiment, en tout cas c'est quelque chose qui est très présent en Belgique et qui permet vraiment à beaucoup d'associations de survivre et de faire des choses voilà, où il n'y a vraiment pas cette logique de projet qui est de plus en plus présente et que sans doute vous connaissez aussi, mais où de plus en plus ça veut dire il faut travailler sur tel sujet, etc. Là c'est voilà, en gros c'est l'idée de travailler avec des publics principalement issus de milieux populaires dans une démarche de critique en tout cas. Cette communauté française, c'est issu de l'éducation seulement ou... Parce que je vois qu'il y a pas mal d'écoles de communauté française en Belgique. C'est la Fédération Wallonie-Bruxelles et donc c'est... Qu'est-ce que tu veux dire par... Non, c'est on discute. Ouais. Parce qu'après on a des trucs un peu compliqués. Ouais. Techniquement, ça veut dire que toi tu es employé par l'association et puis ton salaire il est aussi pris sur ce fonds versé par... Oui. Pas que. Alors, au niveau de Périphéria, on a, je dirais, un gros tiers qui est l'éducation permanente, un autre tiers qui sont des marchés publics où on répond à des appels d'offres dans le cadre de projets urbains, etc. Et puis, il y a aussi tout ce qui est des associations qui font appel à nous et donc qui ont sur des fonds propres ou à travers des subsides, ils nous financent. Et donc, il y a un peu une diversité dans nos financements. On n'a pas un seul financement, on n'est pas lié à une seule ligne. Et toi, ta formation? Moi, je fais la bande dessinée. Ok, et vous êtes tous différents? Ouais. Comme tous les Belges.
Oui, j'ai fait la bande dessinée. Mon collègue, il est ingénieur architecte. Ma collègue est assistante sociale. Voilà, ouais. Et puis là, maintenant, on est 7, mais on a été 3. Ça allait un peu moins bien. Voilà, ça fluctue aussi. On a une équipe qui fluctue, quoi. Enfin, qui fluctue, je veux dire, qui évolue. Et Patrick a commencé tout seul. Et puis là, maintenant, on a un peu plus de moyens, mais en même temps, c'est peut-être pas tout. Ouais. Est-ce que vous pouvez juste expliquer les liens qu'il y avait entre le Brésil et les trucs en Afrique? C'est quoi exactement? Initialement, c'est donc mon collègue Patrick qui était au Brésil et qui a voulu amener des éléments des pratiques qui se faisaient là-bas en Belgique. Et maintenant... C'est quelles pratiques qui se faisaient, par exemple? Ce qui est, en tout cas, de travailler avec les habitants. Donc à Fortaleza, ils ont travaillé en fait... donc les gens travaillaient, enfin c'était à la périphérie, les gens habitaient dans des bidonvilles et ils ont commencé à imaginer avec les habitants une planification donc du quartier avec tout un travail au niveau de la réflexion sur l'aménagement. Ils ont mis en place un espace de production donc de briques, etc., qui a permis aux gens aussi d'avoir du travail et de développer, de construire leur maison et vraiment d'avoir une dimension de co-construction de la ville qui a donné lieu à une école de planification urbaine, donc qui est en fait une formation pour les citoyens autour de l'aménagement du territoire, et voilà, et donc qui a vraiment été quelque chose d'assez important en termes de construction de la ville par les habitants. Mais en même temps dans un contexte qui était brésilien, donc qui n'est pas du tout le même qu'en Belgique, et donc il s'est dit tiens, il y a des choses qui sont intéressantes là en termes de construction de la ville par les habitants et de voir comment on pouvait les mettre en place ici en Belgique. Et à l'époque, dans les années 90, tout ce qui était démarche de participation était assez peu développé. Et donc, voilà, il y a eu des opportunités petit à petit de tester des choses. Et puis au fur et à mesure, voilà, maintenant en fait, on voit que ça a quand même changé pas mal et qu'il y a une posture qui est différente des élus, même si la participation reste quand même souvent un piège à con. Mais en même temps, voilà, on voit qu'il y a moi, je ne suis pas défaitiste, je pense qu'il y a vraiment des choses qui évoluent. On voit les postures qui changent, mais ça reste quand même difficile. Il ne faut pas se leurrer. Hein. On a aussi été, nous, dans des situations où on se disait, mais à quoi on sert, quoi. Donc la question de l'impact, on en revient. Pour nous, elle est essentielle. C'est-à-dire, la participation pour la participation, ça n'a pas de sens. Il faut que la participation serve à des objectifs, et donc se dire comment est-ce qu'on évalue l'impact de celle-ci, l'impact des ateliers, etc. C'est vraiment quelque chose sur lequel on essaie d'être attentif. Et en même temps, c'est pas toujours évident, quoi. Quels indicateurs, c'est aussi des questions assez intéressantes. Elles sont d'évaluation, l'évaluation partagée aussi, de ne pas avoir juste une évaluation qui est faite par les gens qui ont les manettes, parce que l'évaluation c'est aussi un outil de pouvoir. Et donc comment est-ce qu'on arrive aussi à mettre en place des évaluations partagées avec les gens qui ont participé? Ça c'est aussi, c'est ce qui me taraude aussi un peu, c'est qu'il y a tout un tas de collectifs en France et ailleurs qui travaillent sur récolter la parole, avoir l'esprit critique, réfléchir ensemble, mais passer de ça à un vrai changement social, il y a un pas monstrueux, quoi. Il y a plein de collectifs qui se cassent la gueule là-dedans aussi, qui se fatiguent, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est la question du changement d'échelle et de voir comment est-ce qu'on effectivement on arrive à dépasser. Il y a beaucoup effectivement de plus en plus dans la participation, en tout cas dans les approches, on va créer des choses plutôt événementielles en fait. On crée quelque chose pendant une semaine, il y a des choses qui se passent, mais comment sur le long terme, ça, effectivement, on arrive à avoir un travail vraiment de qualité. Ça, c'est souvent la difficulté parce que les financements sont limités. On est avec des questions de temps. Ce matin, on parlait du temps, mais la participation et le temps, c'est un truc de dingue, quoi. On nous dit maintenant de plus en plus, vous avez 3 mois pour mettre en place des ateliers, faire des trucs, et il faut qu'on débouche sur des recommandations qui seront. Enfin, t'es là, mais c'est pas possible. Et donc, effectivement, alors du coup, on en arrive soit à des choses qui sont chouettes, sympas, on va créer des choses dans l'espace public, on récolte une parole, etc. Mais ce what après, c'est quel impact? Bah, c'est vrai que parfois c'est compliqué, quoi. Et là-dessus, en tout cas, on essaye d'avoir quand même souvent des accompagnements, un travail quand même plutôt sur un temps long. Alors long, c'est plusieurs mois, plusieurs années. Et quand je parlais des budgets participatifs, ça a été sur 5 ans par exemple. Vraiment un travail à la base de mobilisation, la mise en place du budget participatif, les règles, etc. Et puis voilà, vraiment arriver à développer ça, et puis de voir
comment est-ce que nous, vu qu'on a une posture qui est extérieure, on ne travaille pas dans un seul quartier, comment est-ce qu'on arrive à ce que les pratiques, les dynamiques puissent continuer, et donc mettre en place les conditions pour que sur le terrain, d'autres acteurs puissent s'emparer de ce dispositif et puissent continuer le travail. Et donc vraiment, nous, dans notre accompagnement, c'est de lancer des initiatives puis de se dire, ok, comment est-ce qu'elles peuvent être reprises par des associations de quartier ou des acteurs. Et donc le budget participatif, il y a dans un quartier, on l'a lancé, et puis une association l'a repris au niveau de l'animation, et ça perdure maintenant, avec des difficultés certes, etc. Mais en tout cas, dès le départ, on essaie de se dire comment est-ce que les choses ne vont pas s'arrêter quand on part et qu'il puisse y avoir une continuité dans les choses. C'est d'où l'importance de travailler avec les personnes qui sont aussi qui sont les acteurs de terrain, les personnes de relais, de les impliquer dès le départ et de ne pas arriver un peu comme un cheveu dans la soupe et puis de se dire ouais, on fait quelque chose et puis hop, on s'en va. Je crois que notamment au ST, ils ont une expérience par rapport à ça. Ils avaient fait un chantier comme ça à Bruxelles, ils ont développé un jardin, etc. Et puis hop, ils sont repartis. Ils n'avaient plus de moyens pour continuer, mais après, les choses se cassent la gueule, et puis parfois ça a des effets contre-productifs, parce que les gens se disent mais c'est quoi ce truc, on nous laisse des trucs en bois, machin, et puis comment est-ce qu'on le gère, la question de la gestion, enfin, c'est extrêmement important, quoi. Ça, pour moi, c'est un point important. Sans remettre en question, forcément, enfin, je pense que c'est aussi important d'avoir ces approches-là, mais il faut qu'elles soient combinées à d'autres choses. On ne peut pas juste exister comme ça. Enfin, c'est mon avis. Donc du coup, voilà, je pense que c'est pas, enfin, vous connaissez, je vais pas aller là-dedans, mais c'est les espaces publics en débat, c'est de voir aussi comment on peut réfléchir à ces espaces publics et à travers des ateliers de travail, des balades urbaines, des balades, des diagnostics en marchant. Voilà, ça c'est une série de choses, mais je m'étais dit que c'était pas peut-être pas ce qui est le plus important ici en tout cas. Et puis c'est des démarches de participation qu'on voit de plus en plus, enfin, je pense que vous connaissez certainement aussi ici, qui visent à construire la ville avec les habitants. Et en même temps avec plein de difficultés aussi de rapport aux politiques, etc. Moi je commence, enfin là de plus en plus au niveau de Périphéria, on se dit, en fait, on continue à le faire un petit peu, mais de moins en moins, on était beaucoup sur les questions d'aménagement, etc. Mais au fur et à mesure, bon, il y a aussi une série d'autres acteurs qui ont émergé, qui maintenant qui le font, et donc il y a aussi, je dirais, pour moi l'enjeu il est ailleurs, et quand je parle de tout ce qui est community organizing, etc., de remettre un rapport de force avec les citoyens, moi je crois de plus en plus que la participation est un élément important, mais c'est pas le seul, et notamment le droit d'interpellation et le droit critique est vraiment quelque chose qui pour moi me parle de plus en plus, et de voir comment est-ce qu'on remet un rapport de force aussi avec les politiques. Il y a bien sûr des espaces de dialogue, mais il y a aussi besoin d'avoir un espace où les gens peuvent être dans un rapport plus conflictuel, mais conflictuel positivement, je pense. Je vais ici vous parler d'une autre approche qui est justement sur un temps plus long, qui est quelque chose qu'on accompagne depuis 2013, qui s'appelle les quartiers durables citoyens, qui est en gros l'idée que donc il y a une administration qui s'appelle Bruxelles Environnement qui est amenée à gérer tout ce qui est des espaces verts, l'environnement à Bruxelles, et qui a mis en place depuis plusieurs années l'idée de se dire comment est-ce qu'on peut soutenir les citoyens dans des démarches de quartier. Donc c'est une initiative qui est politique, enfin je dirais, qui est liée à une administration, mais qui, pour moi, en tout cas, je pense qu'il y a certains éléments intéressants dans les approches et dans ce que ça amène. En gros, c'est donc tous les points de couleur, ça correspond à des dynamiques dans Bruxelles. Donc je ne sais pas si vous avez déjà, certains ont été déjà à Bruxelles ou pas? Qui a déjà été à Bruxelles? Ah ouais, c'est dans tout le monde. Donc vous voyez, ça c'est le canal, qui est un peu la fracture urbaine à Bruxelles. Avec le côté, le centre-ville, Molenbeek qui est à peu près ici, la Forest One qui est ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore, l'Atomium qui est par là, voilà. Et donc depuis, donc nous on est rentré dans le dispositif en 2013, mais c'est depuis 2008 que ça existe, donc ça fait maintenant bientôt 10 ans. Et donc ça consiste en quoi? C'est soutenir et accompagner des initiatives de citoyens. Donc des gens qui sont dans leur quartier, qui se disent on a envie de faire quelque chose,
on ne sait pas quoi, mais on a envie d'être dans une démarche collective qui est au niveau d'un quartier et qui vise à développer des projets autour de l'environnement au sens large. Qui est dans une dimension aussi de travailler avec d'autres acteurs de terrain, de développer des partenariats avec des associations, des quartiers, mais aussi les autorités communales. Voir tiens comment on peut aussi essayer de travailler ensemble et de voir aussi comment les citoyens peuvent travailler cette dimension liée à l'affectation des moyens, puisque je reviendrai parce qu'il y a le budget en gros est géré selon les principes d'un budget participatif. Donc on a souvent de plus en plus, on voit les appels à projets qui émergent où on a un budget, puis les gens rentrent un appel, ils sont sélectionnés ou pas, et puis voilà, on a l'argent, et puis on fait le projet, et puis c'est terminé. Ici, c'est une approche qui dit ok, il y a du budget, c'est nécessaire le budget pour faire des choses, mais il y a vraiment aussi cette notion d'accompagnement et d'avoir une réflexion plus large que simplement les projets de quartier. L'idée c'est de pouvoir partir d'amener les gens à se dire souvent il y a cette dimension de projet, on veut créer telle chose dans le quartier, on prend souvent l'exemple d'un jardin partagé parce que c'est celui qui vient le plus souvent, mais on veut créer des ateliers, des choses comme ça. C'est de se dire ok, c'est très bien, c'est une envie, mais il y a peut-être à se dire tiens, comment est-ce que ce projet rentre en cohérence avec les besoins, la réalité du quartier. Et donc d'amener aussi les personnes à se questionner, à faire un travail de mobilisation, d'aller vers le quartier, de découvrir un petit peu le quartier dans lequel ils habitent, qu'est-ce qui s'y passe, et d'oser dépasser cet entre-soi ou ce petit microcosme, et se dire tiens, quels sont les enjeux de notre quartier, au-delà du projet qu'on souhaite porter. Ça passe ici notamment un truc qui est assez intéressant, c'est un outil qui est assez chouette, qui s'appelle le Mapit, qui a été développé par un flamand de l'Université de Gand, et qui permet de faire à travers des balades et puis de revenir, d'identifier sur une carte à travers des logos, etc. Et puis de faire une synthèse de tout ça et de faire ressortir des éléments. Et ça, il y a toute une méthodologie. Ici, on s'en inspire parfois, mais je pense que c'est plutôt un outil qui permet de faciliter ce genre d'échange. Donc on accompagne le quartier dans cette démarche-là, d'aller à la rencontre des associations, de prendre le temps de se rencontrer, de faire des assemblées de quartier, de dire ok, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités sur lesquelles on souhaite travailler, et pour être à l'écoute des besoins. De récolter une série d'informations, ça passe par plein de dispositifs. Là-dessus, c'est vraiment le quartier qui décide, le groupe qui décide la façon dont il souhaite y aller. Et suite à ça, c'est de se dire, ok, quels vont être les projets qu'on souhaite développer. Et là, souvent, effectivement, l'espace public est un point dans lequel on se retrouve souvent dans les projets. Et où on va être vraiment, nous, en appui à pouvoir développer des choses dans l'espace public. Donc on se met en soutien au collectif. C'est pas nous qui disons telle ou telle chose, c'est vraiment se dire ok, à partir du collectif et avec des réalités très très différentes. Parfois il y a des collectifs qui sont très structurés, qui vont foncer, d'autres qui sont plus en tâtonnement, qui se connaissent pas. Et nous on va vraiment jouer ce rôle d'accompagnement au niveau de la dynamique du groupe, au niveau de la mise en place du projet, de la communication, de vraiment être un espèce de couteau suisse qui va pouvoir donner des éléments. Et donc on n'est pas expert dans une thématique, mais on va se mettre au service de ce groupe-là. Ici donc je vais vous montrer une série de projets qui sont je pense assez inspirants. Des questions de signalétique au niveau du quartier. Là c'est l'installation d'une borne pour regonfler son vélo dans un espace qui était un petit peu délaissé, des éléments de signalétique sur le sol. Donc ça peut être des choses assez light, je vais dire, des choses qui peuvent être facilement faites. Pourquoi ça ne veut plus? Ah voilà. La question de la notion de déchets, ou de plus en plus, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais il y a
des gift box qui apparaissent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Mais donc des boîtes qui enfin des espaces où les gens peuvent venir déposer des habits, des livres, etc. Ça passe par des ateliers autour des déchets. Donc c'est un peu pour vous montrer la variété des choses qui peuvent se développer au niveau des activités. Donnerie, la biodiversité, ben voilà, c'est un élément important, travailler autour des pieds d'arbres, etc. Donc, je dirais que c'est des choses qui, a priori, sont assez petites, mais qui participent à une réappropriation de l'espace public. La dimension de petit à petit, et souvent, en fait, en gros, les gens... il y a bien sûr un projet, mais c'est créer du lien. Derrière tout ça, on veut se rencontrer, on veut connaître ses voisins et on veut développer des choses ensemble. Et donc ces projets sont souvent le prétexte aussi à ça et de voir comment est-ce qu'on peut recréer du lien entre voisins à travers ces projets. Et donc la notion de confiance et de temps est aussi importante. Nous, c'est un accompagnement souvent qui peut durer jusqu'à 2-3 ans. Donc on a la chance de pouvoir vraiment être dans un accompagnement aussi sur le long terme. Où on n'est pas avec l'obligation d'arriver avec un projet dans les 6 mois. Parfois des collectifs qui n'ont pas forcément qui se rendent compte, mais on n'a pas vraiment besoin de budget. On peut faire des choses. En fait, on avait imaginé qu'il nous fallait 10 000 € pour faire ça, mais en fait on n'a pas forcément besoin. Et en fait, c'est peut-être plutôt dans cette direction-là qu'on va. Du coup, ça permet aussi d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir se questionner, de pouvoir aussi se dire que parfois quand on rentre dans un projet, on se dit on écrit ça à l'arrache, on dit on va faire ça, ceci, cela, et puis en fait sur le terrain on se dit en fait on n'a plus vraiment envie de faire ça, puis il y a quelqu'un qui dit hey, mais moi je ferais bien aussi, ah ouais super, ah non mais on a demandé un budget pour ça, du coup donc comment est-ce qu'on fait cette trajectoire avec la personne, voilà c'est cet élément là en tout cas. Et du coup il y a un quartier qui est le quartier Wills à Forêt. C'est aussi pour vous montrer qu'on essaye aussi de ne pas se limiter à un seul projet et d'avoir cette dimension de quartier. Je pense que vraiment la dimension de quartier, pour moi, elle fait sens dans une logique de collectif. Je pense qu'ici, le quartier des Grottes, c'est aussi un petit peu... en tout cas, c'est pas une rue, mais c'est pas non plus... une espace commune, c'est quelque chose où les gens se retrouvent dans une identité, et donc c'est vraiment comment est-ce qu'on travaille aussi cette question de l'identité d'un quartier à travers des différents projets. Et là ils ont eu l'envie de faire tout un parcours de balcon sonore, et donc de créer des concerts au balcon où les gens pouvaient se balader et écouter des artistes, des habitants qui faisaient de la musique. Donc c'est des choses, aussi ça ne va pas tout le temps être forcément des gros aménagements, et c'est des choses qui participent à une dynamique petit à petit et qui créent une dynamique de quartier. Voilà une petite fille qui joue. La dimension d'intervention plutôt artistique, donc on voit aussi que l'environnement peut passer aussi par des choses qui sont plutôt de la cinétique. Et donc ici un travail plutôt au niveau du graphique. Des interventions autour de la propreté, ça c'est bon à Bruxelles c'est un gros sujet la propreté c'est des gros quasiment tout le monde a envie de travailler là-dessus donc si on a parfois c'est vite crotte de chien et tout ça, on se dit bon ok, mais en même temps il y a des choses intéressantes qui peuvent se faire autour de ça, souvent avec l'humour. Sur les crottes de chien par exemple, il y avait des histoires où ils commençaient à mettre des drapeaux là, je sais pas si vous voyez ça, borne wifi, c'était marrant. Et ici c'est des interventions plus ludiques, mais qui de nouveau où les citoyens peuvent petit à petit développer des approches, des actions. Pour ceux qui parlent néerlandais, quelqu'un comprend? On ne veut pas déposer des déchets dans la rue. Kismate, ça je sais même pas. Tiens, voilà. Moi je suis assez mauvais en néerlandais. Les pieds d'arbre, ça c'est souvent aussi une question qui revient, l'intervention, mais donc avec l'avant-après, etc. Des pique-niques, des gratiférias, ça c'est aussi des choses qui se passent beaucoup, le marché gratuit.
La Givebox, ben voilà, donc c'est des choses qui émergent de plus en plus, les fêtes de rue. Ça c'était un avant et puis un après. C'est aussi quand même de voir, il y a des petits impacts qui permettent de faire bouger les choses et de travailler ces questions de propreté. C'est pas uniquement en interpellant les élus, parfois en mettant en place des choses. Ça c'est le rond-point qui était un petit peu à l'abandon et qui du coup a permis de développer. En fait, ils ont développé là une boîte à jeux dans l'espace public qui du coup ils peuvent stocker des choses et lorsqu'il fait beau, parce que ça arrive à Bruxelles, on peut ouvrir et du coup il y a une série de choses et ça permet de déployer dans l'espace public plein d'éléments pour pouvoir se réapproprier. Et puis quand il fait moche, on peut remettre ça. Et donc voilà, c'est des occupations éphémères qui peuvent émerger. Voilà, l'aménagement, ça c'est des choses. Alors, une dimension aussi sur laquelle nous on a beaucoup travaillé, c'est de nouveau ce changement d'échelle. Ok, on travaille dans le quartier, c'est très chouette, mais en même temps, comment est-ce qu'on peut aussi voir et voir ce qui se passe ailleurs et surtout échanger et se confronter avec les problématiques qu'on rencontre, parce qu'il y a plein de difficultés. Bon, ça c'est le côté joli, mais on voit énormément de choses qui sont pas évidentes, notamment quand on intervient dans l'espace public avec les autorités communales. Le fait parfois de s'épuiser, enfin il y a énormément de choses qui sont là et du coup de nouveau un petit peu comme dans le capacitation on essaie de créer des liens et de se faire rencontrer ces différents collectifs. Je pense aujourd'hui que vous êtes là présents de différents coins et c'est toi qui en parlais, hein, on est parfois, tu disais on est beaucoup dans nos quartiers mais comment est-ce qu'on arrive à créer du lien et à échanger? Là c'est de se dire que nous on se met au service aussi d'organiser des rencontres interquartiers et notamment des rallyes où les gens vont dans les quartiers et vont découvrir ce qui s'y fait. Questionner, découvrir les projets et vraiment être dans un échange. Et donc là, c'est la visite de plusieurs quartiers qui viennent voir la Givebox et de voir un peu comment elle fonctionne. Les malheureux, on leur a cramé deux fois non, il y a une fois elle a complètement cramé, une deuxième fois où les pompiers sont arrivés tout juste. Mais donc c'est aussi pour dire que c'est pas forcément évident, qu'il y a aussi ce genre de choses. Et donc ils viennent raconter comment ils ont au fur et à mesure fait évoluer le projet qui était à la base quelque chose d'assez simple, etc. Maintenant c'est devenu quelque chose de beaucoup plus dur, beaucoup plus consistant. Et donc c'est aussi une évolution dans l'appropriation de l'espace. Et donc la question de l'impact que tu posais là, elle se situe à plusieurs niveaux. Au niveau du quartier, c'est plus de liens, une transformation des espaces, de l'environnement. Qui se fait à différents niveaux. J'en ai pas montré, mais il y a aussi vraiment parfois des quartiers qui travaillent sur en gros un rond-point et on réaménage et on va penser les choses au-delà de simplement la réappropriation éphémère et de voir comment est-ce qu'on peut travailler sur un réaménagement avec les élus, donc interpeller les élus, se dire ok, nous on aimerait bien, on a vu que ça fonctionnait bien ici les occupations, comment est-ce qu'on peut réaménager ça sur le plus long terme. Au niveau des pratiques, en fait, à la base, c'était un appel à projet où les gens postulaient et puis ils recevaient les montants. C'était quand même pas rien, c'était 15 000 € pour développer les projets. Donc ça permet quand même de faire des choses. Et au fur et à mesure, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que c'est juste l'administration qui choisit les projets alors que c'est des projets citoyens. Et du coup, le budget a été mis en discussion, donc 100 000 € disponibles chaque année, qui sont mis en discussion avec les citoyens. Et donc, les gens rentrent leurs projets et les projets sont évalués et discutés avec d'autres quartiers qui ne rentrent pas de projet cette année-là. Et donc, les citoyens en fait analysent les dossiers et ils vont pointer énormément de choses. C'est vraiment assez passionnant en fait parce que du coup, on a des réunions, on a des rencontres avec où l'administration est présente, un représentant du ministre, et puis les citoyens, les quartiers. Et donc, ils reçoivent les notes, les projets, ils l'évaluent, et en fait, tu as des questions vraiment qui émergent, qui sont assez incroyables, et où les citoyens sont parfois même plus vaches, en fait, sont plus attentifs au niveau des budgets que l'administration, qui parfois a tendance à dire oui, c'est bon, on va laisser. Et en fait, dans cette gestion citoyenne, on voit vraiment qu'il y a des questions et des enjeux qui émergent et qui n'auraient jamais été posés par un regard juste administratif. Et ça permet surtout aussi d'amener énormément de conseils aux gens qui vont développer le projet. Donc souvent les gens disent
oui, mais attendez, ils veulent faire je sais pas moi, un abri mais avec des palettes, mais les palettes après 2 ans ça se casse, il vaudrait mieux passer par telle chose, ou bien au contraire, ils font appel ils vont acheter un truc là-bas et en fait ce serait beaucoup plus intéressant de le co-construire. Donc tous ces points d'attention qui sont là. Oui. Juste parce qu'apparemment ça, ils sont combien et puis comment est-ce qu'ils choisissent si tout le monde peut venir? À quel niveau? Par rapport à ce que vous êtes en train de raconter, ouais. Des projets, c'est un appel collectif à qui venir? Donc il y a un appel très large au niveau de Bruxelles. Très large, ok. C'est chaque année c'est tout Bruxelles Spot, enfin c'est une diffusion très large. Et il y a les gens sont invités à rentrer une note d'intention qui n'est pas du tout sur le projet, mais qui est plutôt sur, en gros il faut au minimum un groupe de 5 personnes qui s'engagent à être dans une dynamique collective, avec 10 personnes qui soutiennent cette dynamique-là dans le quartier, un périmètre qu'ils choisissent qui est, voilà, de dire c'est plus ou moins dans ce périmètre-là qu'on souhaite travailler, et un peu des intentions de projet. Ils remettent ça, et si ces conditions sont remplies, nous alors on vient dans un accompagnement pour vraiment développer avec eux les projets avec quelque chose qui est parfois juste des intentions très très floues en fait. Mais donc on n'est pas du tout avec une demande de projet bien ficelée, et on va les accompagner, et puis quand ils se sentent prêts, ils remettent alors un budget plus précis, donc avec des devis, où on a aussi l'occasion de pouvoir vraiment faire un travail d'enquête, de dire tiens, ben on va faire effectivement un aménagement, ben ça coûte combien, vraiment aussi tout un travail sur le budget qui est vraiment assez intéressant. Et une fois qu'ils sont prêts, ils remettent du coup leur budget dans le budget participatif, et là les demandes sont analysées, et puis voilà, une décision qui tombe. Souvent avec des avis qui sont il est assez rare que les projets soient refusés, et l'enveloppe budgétaire, en fait les demandes n'excèdent rarement que les 100 000 €. On est plus ou moins dans dans quelque chose qui correspond à ça. Par contre il y a souvent des reformulations, des choses qui sont pointées par les citoyens qui disent ben, en fait vous développez ça comme ça, mais il faudrait mieux le faire de telle manière, etc. Et donc vraiment le conseil remet, en fait on appelle le conseil du budget participatif. Il va remettre énormément d'éléments de conseil. Ce conseil, c'est combien? Et donc les 5 quartiers qui ne remettent pas de projet cette année-là, nous aussi qui participons en tant qu'équipe d'accompagnement, l'administration et le cabinet, un représentant du ministre. Et comme quartier, vous entendez du style Saint-Lambert, avec les communes? Non. C'est vraiment les quartiers. C'est des quartiers. Donc au niveau d'un quartier, donc Forêt par exemple, donc ceux que j'ai évoqués là maintenant, le quartier Wills, c'est un quartier à Forêt. Mais à Forêt, il y a Cité Vert, Neptune, Wills. Donc il y a plusieurs quartiers durables dans une même commune. Qui sont définis par l'administration, ces quartiers? Non, c'est les personnes qui définissent leur oui, mais au moment où ils mettent la candidature, c'est eux qui disent ben, nous, ce qui fait sens, c'est voilà, tel boulevard définit une barrière, et donc nous, on a envie de travailler sur cette dimension-là. Du coup, par rapport à ce qu'elle disait, ça fait une assemblée de genre 60 personnes. Et donc, tous les quartiers ne sont pas. Enfin, dans le conseil, c'est souvent 1, 2, 3 personnes du quartier qui vont faire ce travail d'analyse qui est vraiment conséquent. C'est un travail qui est pas rien, quoi. C'est évaluer parfois 5, 6, 7 projets, vraiment une lecture, analyse des budgets, et puis ils remettent un avis, et nous on le débat ensemble. Donc chacun dit ben voilà, moi ce projet-là il est accepté, ou accepté moyennant des conditions, ou bien refusé. Et donc nous on fait on a un moment, donc il y a une soirée où on va vraiment confronter les avis et pouvoir prendre une décision commune, quoi. C'est vous qui donnez des outils, vous faites ce genre d'analyse à des citoyens? C'est nous qui animons le débat, la dynamique, et donc tous les critères, notamment d'évaluation, sont travaillés en assemblée qui réunit là pour le coup tous les quartiers chaque année. On va réévaluer les modalités du budget participatif. Et en fait, au départ, par exemple, il y avait une fois la possibilité pour les gens de remettre un projet. Et puis les gens ont dit, mais non, c'est trop peu, donc on va le faire 2 fois. Donc maintenant, il y a 2 possibilités pour les quartiers de remettre leur projet. Et les critères ont aussi évolué. Au départ, c'était des critères hyper compliqués, c'était des trucs, voilà. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il faut simplifier ces critères, qu'il faut les avoir soit vraiment compréhensibles. Donc on a eu un travail sur la dimension de quels sont les points qui vont faire qu'on va sélectionner les projets. Et puis le règlement, le fait que par exemple il y ait 5 quartiers, c'est aussi des décisions qu'on a prises collectivement au moment d'assemblée. C'est le principe de budget participatif avec, en gros, un budget participatif, ça fonctionne sur base d'un cycle.
où on a une définition lors d'une assemblée qui est l'idée qu'on va définir les modalités, hein, donc tout ce qui est, ok, ça passe par comment on se prend des décisions par rapport à ces budgets, quels critères. Donc ça c'est vraiment important, c'est bien, enfin, c'est un des éléments extrêmement importants du budget participatif, c'est qu'on définit ensemble les critères et les priorités. Et puis on va avoir les étapes de préparation des projets par les habitants, etc. Un moment de sélection. Et puis ensuite, on a la dimension de mise en œuvre des projets. Tout ça, ça peut prendre plus qu'une année, c'est pas... Et ensuite, on va revenir à la dimension d'assemblée, d'évaluer en fait, en gros, est-ce que ce cycle-là est pertinent, est-ce que les critères sont pertinents. On remet ça en discussion, et puis ça évolue au fur et à mesure. C'est vraiment cette notion d'évolution constante des modalités. Et dans l'assemblée, du coup, comment on choisit les gens dans les quartiers qui vont représenter leur quartier? Donc l'assemblée est ouverte à tout le monde, donc les quartiers viennent, et souvent ce qu'il y a dans les quartiers, c'est qu'il y a un groupe pilote qui est un petit peu plus le groupe qui porte, je dirais, l'ensemble des projets. Donc souvent, un projet, par exemple, un quartier va avoir un groupe noyau, un groupe cœur, et puis un groupe de travail sur le four à pain, un autre sur la dimension d'espace public, un autre sur la question de l'alimentation. Et ces personnes sont invitées à l'assemblée. Il n'y a pas de notion de représentation. Donc après, tout le monde ne vient pas dans tout le quartier. Il y a des gens qui sont plus intéressés par ce genre de choses. Et donc, souvent, dans le quartier, il y a 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui viennent. Et nous, on met en place les dispositifs pour prendre les décisions. Ils ont informé comment le quartier est informé qu'il y a des séances qu'il peut faire. Oui, alors c'est tout un système de communication via mail, en fait, nous on a aussi le fait que donc moi je suis à la fois dans l'accompagnement sur le terrain et à la fois dans l'animation du budget. Et donc ce travail en fait de lien avec les quartiers qui salut, il y a l'assemblée, c'est tel jour, est-ce que vous serez présent, c'est important, parce que c'est là que se débute la réflexion. Et du coup, il y a aussi l'administration et le cabinet du ministre. Ouais. Est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui proposent des projets? Quand même, oui, chaque année, il y a là, j'ai plus le nom en tête, mais en gros, donc le dernier budget participatif, le dernier conseil a eu lieu le 3 octobre, et il y avait 6 quartiers qui ont remis une dizaine de projets, je crois. Et on l'avait fait en avril, et c'était à peu près pareil. Donc je dirais chaque année, il y a à peu près une douzaine de projets qui sont financés. Comment tu réfléchis à la question de la légitimité? Qui c'est qui se sent légitime? Comment on dit ces personnes sont légitimes à poser quelque chose? C'est une question qui est souvent, je crois bien, un peu souvent. Mais vous représentez qui? On n'a pas de me la poser. Nous, on n'a pas. Donc la question de la représentativité et de la légitimité, c'est deux questions au niveau de la participation qui sont en permanence. Nous, on n'a pas une posture. C'est-à-dire que au niveau ici de la représentativité, pour moi en tout cas, ne pourra jamais être. Si on imagine les processus de participation, pour moi, il est utopique de penser que tous les habitants vont pouvoir être présents, et donc c'est impossible d'avoir cette représentativité exhaustive, mais même les élections, si on en parle, c'est pas représentatif. Il y a plein de gens qui ne votent pas, etc. Donc je pense que penser une représentativité globale, complète n'est pas possible. Par contre, veiller à la diversité des voix, c'est plutôt là-dessus que nous on va essayer de travailler. C'est-à-dire, est-ce que on n'est pas effectivement avec une seule population, un seul profil, et donc de voir plutôt la dimension de diversité et la légitimité par rapport au projet ici. C'est la légitimité de proposer. Il n'y a pas de... En gros, pour moi, elle se pose... c'est des gens qui sont habitants, qui sont parfois usagers même du quartier, qui travaillent, et c'est l'idée de dire, on a une idée, on y va, et elle peut être portée, si en gros la légitimité du projet elle se fait à travers le processus, c'est-à-dire elle se fait sur base de ce regard des autres quartiers qui disent ok, oui, ça
ces projets-là, ils rentrent bien dans quelque chose, dans notre vision commune, et donc la légitimité se fait par les autres, par la dimension collective pour moi. Et après, elle se situe à plusieurs niveaux, en fait, cette légitimité. Elle se situe au niveau du quartier, de pouvoir proposer on parlait d'état des lieux, c'est de dire, en fait, si on fait un projet qui fait sens par rapport au quartier, la légitimité, elle est là. Si elle rentre en conflit avec d'autres, ça va se sentir, et il y aura des tensions, et donc on va pouvoir la travailler, on va pouvoir essayer de dépasser ça, mais en tout cas, la légitimité se construit petit à petit, en fait. Pour moi, il n'y a pas une légitimité comme ça, en bloc. Je sais pas, c'était quelques éléments comme ça, mais j'ai pas... C'est une réflexion. Ouais, à fond. J'attendais pas une réponse. Non, c'est une question qui Ouais. Évaluer le coût global du projet. Donc, il y avait 100 000 € du budget et en plus, les pouvoirs publics ont un budget que vous financez vous pour Oui. faire l'accompagnement. Oui. Ça s'élève à peu près à... Alors c'est parce que c'est compliqué. Donc il y a 100 000 € qui sont disponibles pour les quartiers et l'accompagnement, on est avec 170 jours et en gros on est le coût à la journée c'est 400 €. Donc on a à peu près un financement qui est là vraiment pour l'accompagnement. Et puis il y a une partie qui est la dimension plutôt animation du budget participatif, la dimension coordination, qui est de l'ordre aussi d'une centaine de jours. Donc on a un budget qui tourne aux alentours de 150 000 pour les personnes qui accompagnent et qui sont dans le projet. Donc c'est un prorata qui est en termes d'accompagnement qui est assez important. Ouais. Et malgré tout ça, en fait, donc si on revient, c'est en termes d'accompagnement, c'est énorme parce que c'est en fait ça représente sur Bruxelles maintenant une quarantaine ou une cinquantaine de quartiers. Il faut savoir que les projets qui ont émergé en 2008, il y en a encore qui sont là. Donc il y a aussi la notion d'impact et de durée, elle est bien là parce que il y a aussi cet investissement et cet accompagnement et le fait qu'on est vraiment aussi là pour répondre à des besoins et notamment par exemple tout ce qui est dynamique de groupe qui est souvent un problème qu'on rencontre dans tous les collectifs où les gens à un moment donné ils s'épuisent, où il y a des problèmes de gouvernance, de surcharge, etc. Nous on est là aussi pour faciliter, pour pouvoir animer des espaces de médiation, vraiment d'être là en support. Et donc ce qui se passe c'est qu'en fait au fur et à mesure on est chaque année on a une dizaine de quartiers qui rentrent dans le pipeline, mais en fait ça grandit. Et donc au départ en 2008 il y avait 5 quartiers et maintenant on en a 40. Et donc il y a aussi cet enjeu là. Donc c'est... Hein ? Ouais, même moindre en fait, parce que même au départ quand ils ont démarré, ils avaient un accompagnement qui... Là maintenant, en fait on a par quartier, qui démarre, on a une dizaine de jours par an, donc qui correspond plus ou moins à une journée par mois, et puis aussi des accompagnements qui se font de façon plus ponctuelle. Quand il y a vraiment, à chaque fois que le quartier démarre, il y a vraiment un accompagnement qui est plus conséquent sur la dimension d'état des lieux partagés, de mise en place des projets. Et puis, c'est aussi intervenir sur l'ensemble des membres. Ouais. Quand vous dites quartier, dans un projet, parce que comme j'ai compris, parce que je connais des projets qui soutiennent des quartiers, en fait, ils agissent déjà un pas plus tôt. En fait, ils font une assemblée dans le quartier pour que les gens puissent après organiser les projets. Il n'y a pas encore de projet concret, mais il y a quelques gens qui disent j'aimerais bien faire une assemblée. Et c'est là que l'association aide à faire cette assemblée. Mais il n'y a pas de projet. Et après, dans cette assemblée, ils créent des projets. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que il y a un petit groupe, un noyau de gens qui se disent entre voisins, on a envie de développer quelque chose. On va aller du coup à la rencontre des autres personnes, des associations locales aussi, de vraiment faire ce travail d'aller vers. Et à un moment donné, on se dit ok, on fait une assemblée. Et là, on va voir un peu quelles sont les envies et les besoins de chacun. Et donc là, ressortent plein d'idées qui peuvent être sur plein de thématiques. Et en fait, après, là, il y a un enjeu de dire ok, tiens, qui a envie du coup de porter ce projet-là ? Ah, moi ça m'intéresse, et se créent des groupes de travail. Donc cette assemblée au niveau du quartier légitime aussi ces groupes, puisqu'on est là, on décide ensemble au niveau quartier. Et ces groupes vont ensuite avancer petit à petit sur le projet.
Et tout ça se fait effectivement à niveau d'une chef de quartier, donc ce qu'on appelle... et donc, oui, c'est ça. Enfin, alors vous agissez déjà à l'Assemblée du quartier? Oui, nous, en gros, au départ, il y a peut-être 5 personnes qui sont là, qui disent on a envie de faire quelque chose, nous on va les accompagner, et puis on fait cette assemblée, et puis après on va nous les accompagner dans la rédaction des projets, et puis la mise en œuvre, et puis l'autonomisation des projets, parce qu'il y a aussi l'idée qu'on ne va pas rester tout le temps là, donc il y a vraiment lancé la machine, et puis les projets se font, vivent leur vie, et parfois ils disent ouais là on a nos projets qui fonctionnent et tout, on a envie de faire d'autres choses, ou bien là il y a un projet qui se casse la gueule, est-ce que vous pouvez pas nous aider à voir un peu les choses, etc. Donc on va aussi ouais. C'est comme redevabilité par rapport à des projets que ça ne peut pas se casser la gueule, ouais. Un public qui investit, comment c'est géré du coup le fait que le fait qu'il participe à financer un projet qui a capoté ou qui n'a même pas eu lieu, est-ce que c'est reliquat, il y a des précédents, et puis ça pose pas pour le débat sur le fait que ça remet en cause tout le projet participatif ou est-ce que finalement c'est fait? Non, parfois il y a des groupes des gens qui déménagent ou où ça prend pas. Et du coup l'argent, soit il n'a pas été dépensé, du coup il peut être reversé à Boussons Environnement, soit il est dépensé et c'est un projet qui n'aura pas eu lieu, enfin qui n'aura pas été, mais c'est pas grave. En gros ça fait partie de la vie. C'est-à-dire que nous on n'est pas garant que ça se fasse, c'est des gens, c'est des citoyens, on n'est pas avec des professionnels, donc il y a un investissement qui se fait dans la mesure du possible, mais nous en tout cas c'est arrivé qu'il y a des projets effectivement qui par la suite ne perdurent pas, qui s'arrêtent, mais en tout cas ça n'a pas remis en cause le projet, l'ensemble quoi. Mais par contre, on essaie d'en tirer des enseignements avec les gens. Enfin, il y a aussi une idée de pouvoir vraiment capitaliser énormément de choses il y a un site, Quartier du Rap Citoyen, qui est occupé à se refaire, où on a une série d'outils sur plein de choses qui permettent aussi aux gens la communication, la dimension d'occuper l'espace public. Il y a une série de choses où on essaie vraiment d'être en soutien et de pouvoir amener des éléments. Donc n'importe quel quartier de la ville s'autoproclamer quartier du Rap Citoyen, ce qui fait qu'il a cette appellation, c'est qu'il propose des projets, qu'il a envie de rentrer dans cette démarche. Donc il y a cette dimension on souhaite être accompagné, et donc il y a Boussons Environnement qui dit ok, les conditions qui sont là, c'est un groupe de 5 personnes au minimum, soutenu par 10 personnes qui en gros signent un papier. On définit, les gens définissent eux-mêmes leur quartier, donc ils disent en fonction de la pertinence du truc, et du coup Boussons Environnement dit ok, c'est bon, vous pouvez être dans cet accompagnement. Et puis parfois, ce qui se passe aussi, il y en arrive, c'est qu'à la fin les gens disent non mais en fait c'est pas pour nous, et on arrête et on remet pas de projet. Donc il y a vraiment cette trajectoire qui est justement par rapport à l'appel à projet classique, où on laisse cette possibilité aux gens d'évoluer et de reformuler, etc. Et même une fois qu'ils ont le budget, là récemment il y en avait encore qui disent en fait on avait prévu autant d'argent pour faire des bacs, et en fait ça nous coûte beaucoup moins cher parce qu'il y a un pote menuisier qui les a fait, est-ce qu'on peut passer l'argent sur plutôt ce poste là, par contre là on est en manque, et etc. Mais peut-être que je peux en fait j'avais une vidéo, putain je suis con. Eh merde, batterie faible. Je vais vous passer une vidéo justement d'un projet. Alors le son sera peut-être pas terrible parce que j'ai pas d'enceinte, mais donc ça c'est un projet justement qui est pas très loin de là où donc qui est à Molenbeek. Est-ce qu'il y a une prise dans le... Ah oui, c'est là. Par contre, c'est un peu des prises spéciales ici en Suisse. Ça va ? Non, c'est les mots. C'est ça. C'est à chaque fois le... Ah, c'est bon. Mais ça va, c'est compatible, donc...
fait une année où il y avait des étudiants à l'IEX, en communication, qui ont pu faire ce travail en fait, au moment où les gens étaient en réflexion sur le projet, de pouvoir les interviewer, de pouvoir donner un peu des éléments plus concrets aux gens qui étaient amenés à évaluer le projet. J'étais en train de chercher un logement décent, en fait pour moi et pour mes enfants, pour ma famille. Et puis j'ai un peu pris partout et j'ai trouvé la maison de quartier Bonvie. En 2004, ils m'ont appelé que j'étais aussi avec les 14 familles qu'on est aujourd'hui. On habite au logement passif l'Espoir. En fait, l'Espoir, avant, c'était un parking. Ensuite, il y a eu l'association, donc des personnes, 14 personnes, à la base. Puis, ensuite, pourquoi le jardin Majorel? Parce que le nom, en soi, c'était un jardin de Marrakech, qui a été créé par Yves Saint-Laurent. Et ça a les mêmes couleurs qu'ici, jaune et bleu. Et ce jardin en fait a été créé pour l'association et pour le quartier en général, pour faire un potager. Et on travaille ici depuis déjà 2-3 ans. Aussi on fait des fêtes où pendant la journée sans voiture, il y a des personnes qui viennent ici. On a réfléchi avec tout le monde ici, le quartier, avec les citoyens. Chacun a des idées. Avec la verdure, avec un espace vert, avec peut-être une box, peut-être, ou bien d'autres choses, dans la place son nom, où on va encore faire une pétition pour le nom de cette place. Et là aussi, il y a un manque pour les enfants. Et vraiment, on veut bien faire des jeux d'enfants. J'imaginerais pourquoi pas un petit terrain de basket en face, ou un endroit où on pourrait jeter les poubelles, parce que les laisser dehors dans la rue, ça fait un peu moche. Quand on se lève le matin pour aller à l'école, ou qu'il y a des gens qui viennent de dehors de Bruxelles et qui voient ça dans la rue, ça se fait pas. Donc ça serait bien. Le potager est entre le logement l'Espoir et le logement le Bécois. Il y a des gens qui ont demandé d'embellir un peu toute la façade ici, c'est-à-dire de donner 2 à 3 bacs de fleurs à chaque balcon. Ça va donner un charme au quartier. Heureusement que M. Fabel est ici et son comité, je dis que c'est beaucoup mieux. On a moins d'ennuis et c'est plus calme. En fait, on a donné un souffle à ce quartier. Aujourd'hui, il y a encore du travail à faire, mais ensemble, on va réussir à faire ce travail-là. Ça, c'est, comme il disait, c'est un projet qui à la base est un habitat groupé qui a été soutenu par une association qui s'appelle Bonne Vie et qui est un projet qui a pas mal fait parler de lui, qui est l'association, enfin le quartier, l'habitat de l'Espoir, qui sont des familles qui étaient vraiment avec des bas revenus et qui ont pu, en se mettant ensemble, développer un habitat passif. Et vraiment en étant à l'initiative de toute la démarche et de la construction avec les architectes sur l'aménagement. Et suite à ça, donc, ils sont 7 familles dans ces bâtiments. Et puis ils ont souhaité développer, s'ouvrir sur le quartier et développer des actions. Donc Fadel qui est là, c'est un des membres de cet habitat. Et ils ont du coup, ils sont rentrés dans le quartier durable pour pouvoir développer des projets au sein du quartier. Donc commencer à développer le jardin. Et puis cette place qu'ils appellent la place sans nom, qui est une place qui n'a pas de nom et qui voulait justement se l'approprier. Donc petit à petit, voilà, développer des actions. Et donc c'est ça qu'on, enfin, c'est du coup une vidéo par rapport à ça. J'ai une question un peu bête, mais c'est l'équation magique des 5 personnes soutenues par 10. Pourquoi 5, pourquoi 10 C'est effectivement un choix qui a été fait en disant que 2 c'est un peu, 3 c'est chouette, mais 5 c'est en gros non, il n'y a pas de. C'est un chiffre qui a été. En fait, si quand même, c'est qu'on se rend compte que ça permet quand même d'éviter des relations parfois c'est. De sortir quand même d'une dynamique un peu de groupe quand même qui va au-delà de relations interpersonnelles, de pouvoir se dire que il y a aussi souvent des gens qui ça bouge pas mal et que du coup c'est aussi l'occasion de pouvoir un noyau un petit peu plus conséquent que juste 3 ou s'il y en a un qui s'en va, en gros on n'est plus que 2, mais en gros il n'y a pas de raison, il n'y a pas un algorithme derrière, c'est
c'est vraiment, et c'est encore été en discussion là récemment, on disait est-ce qu'il faut retourner à 3, enfin, c'est un seuil qui était comme ça, mais qui est plus une... et parfois, en fait, en gros, il y a 5 personnes qui ont dit on est là, et puis en fait il n'y en a que 3, et puis ou parfois il y en a plus, enfin, et donc les choses, tu vois, en gros c'est un truc qui évolue et qui est... Ouais. Vas-y. Juste savoir, les personnes qui soutiennent, c'est juste un niveau... C'est un support moral, donc l'idée c'est effectivement qu'ils remettent un petit mot de tiens, ben, on soutient parce que voilà, moi je suis le commerçant du quartier, nous on est une association, donc c'est montrer qu'il y a aussi une démarche d'aller vers et de chercher des soutiens en fait. C'est plus juste ça. Mais en gros, effectivement, nous après, il y a parfois c'était juste des gens qui ont signé et on ne les verra plus, et voilà, c'est juste une manière de pouvoir se dire. Au départ, c'est pas juste une personne qui remet un projet tout seul dans son coin, quoi. Il y a déjà une dimension un peu de démarche collective, quoi. Ouais. J'avais juste une question pour l'appel à projet au tout début. Dans toute la ville, tu disais hyper large. C'est en français ou c'est dans plusieurs langues? C'est en français et néerlandais. Il n'y a pas d'autres langues? Non, parce que c'est une administration et qu'ils sont obligés de communiquer dans 2 langues officielles, entre guillemets. Mais par contre... On les a communiqué en anglais, en espagnol, en arabe, s'ils le souhaitent. Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont liés. En fait, au niveau des langues, c'est assez chiant, mais il y a vraiment... l'idée, donc, en gros, à Bruxelles, tout doit être bilingue, quand c'est une administration liée à la région bruxelloise. Et donc, ils ne peuvent pas communiquer... Non, oui, ça c'est... Et donc, par contre, ce qui se passe, c'est que nous, on fait un travail de contact et de mobilisation autre qui est justement d'aller contacter les associations de quartier, de dire tiens, vous avez peut-être des gens avec lesquels vous travaillez qui seraient intéressés. Donc il y a un travail, une diffusion assez large, et puis aussi un travail plus de contact en fait, et où nous on va se déplacer dans une commune pour présenter, ou enfin on va être dans une démarche, ouais, ça évolue. Chaque administration communale envoie les formations à tout ménage? Bon, ça dépend de l'administration communale, quoi. En fait, il y a aussi à Bruxelles, il faut bien se rendre compte qu'il y a... C'est un peu le bordel parce que, donc à la base, c'est 19 communes qui étaient des villages en fait, à l'époque où Bruxelles n'était pas encore une grande ville. Et donc cette dimension de clocher est encore très présente. Et donc avec à chaque fois un bourgmestre, des échevins, et donc il y a 19 échevins de la culture, il y a 19 échevins de l'environnement, et puis il y a cette structure régionale qui au fur et à mesure a pris de plus en plus d'ampleur. Donc c'est la région de Bruxelles-Capitale, elle est née en 89, donc elle est assez récente par rapport à l'histoire de Bruxelles. Et c'est un peu une coupole qui est venue se rajouter, mais avec souvent des conflits où les communes veulent garder vraiment la mainmise sur les compétences, et où petit à petit Bruxelles Environnement par exemple a repris la gestion des parcs qui étaient avant liés aux communes, mais où chacun faisait un peu sa popote interne, etc. Et donc en mettant ensemble, en mutualisant les moyens, forcément il y a une gestion qui est plus cohérente et qui s'est améliorée. Mais il n'en reste pas moins que ce genre de projet, en fait, ce qui se passe, c'est que Bruxelles Environnement donne des moyens à des collectifs, mais en outrepassant le niveau communal, en fait. Et du coup, il y a souvent parfois les bourgmestres qui disent « Quoi, mais il y a un quartier qui a été reconnu, mais je suis pas au courant, et c'est quoi ?» Et donc du coup, il a fallu faire tout un truc de dire « Vous avez un quartier qui a été reconnu, donc il va potentiellement faire des projets. » Donc on faisait des rencontres avec les échevins, on disait « Voilà, ce quartier-là souhaite développer des choses. » Et ils se sentaient un peu parfois dépossédés parce qu'ils avaient aussi cette notion de « On va donner un peu d'argent à un tel truc, etc. » Et où justement le fait que ce soit régional et qu'on finance parfois des projets qui sont pas forcément qui n'auraient pas forcément été soutenus par la commune, qui même parfois rentrent en conflit. Et ça c'est vraiment une dimension aussi intéressante, c'est la notion de conflit là-dedans. Comment est-ce qu'on fait avec des projets qui parfois sont... Enfin, parce qu'il y a un peu la dimension positive, hein, ça peut être très chouette, mais parfois c'est aussi ouais, mais il y a telle chose qui va pas dans le quartier, et donc l'administration communale, régionale finance des choses qui parfois vont titiller les politiques communales, quoi. Pas de validation de la commune des projets validés par la... Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une validation. Par contre, ce qui se passe souvent, c'est que les projets en eux-mêmes, s'ils sont dans l'espace public, il y a une validation qui doit être faite par la commune. Mais il peut très bien se faire qu'il y ait un projet, je sais pas moi, de four à pain sur un espace qui n'appartient pas à la commune, ça va pas passer par la commune. Là, il n'y a pas besoin, quoi. Ouais. Comment vous initiez la mobilisation d'habitants sur un quartier où il y a peu juste de mobilisation? Donc nous on va être en appui aux habitants, c'est pas nous qui allons faire la mobilisation pour eux, ça c'est important.
Et donc nous, on va les amener des outils, des réflexions sur les manières de faire, d'aller toucher les habitants. Souvent, cette notion de communication, là, on a fait un interquartier, donc justement une rencontre autour de la communication, où c'est souvent les gens disent comment est-ce qu'on mobilise, comment est-ce qu'on communique, et donc ils ont un peu le réflexe de on va faire des flyers, on va distribuer ça partout. Et puis du coup se dire tiens comment ça se passe, peut-être que passer juste une journée à faire du porte-à-porte, c'est peut-être plus intéressant que de passer une journée à faire un flyer et puis à le distribuer. Et donc effectivement on parlait de crieur public, d'aller dans l'espace public, enfin tout ça. Parfois les gens n'ont pas simplement n'y pensent pas, et donc nous on va pouvoir amener cette démarche là. Mais la mobilisation ça reste c'est partout quoi, c'est extrêmement difficile, c'est pas évident, donc il n'y a pas de recette magique. Il y a encore des... Oui, c'est par rapport aux critères, est-ce qu'on peut avoir un mot de critères notamment la dimension que ça doit être des projets qui ont un impact, qui visent un impact quand même à moyen terme, donc on n'est pas avec juste le financement d'événements. L'idée c'est que le projet, que le budget puisse financer des dynamiques qui par la suite puissent s'autonomiser. Donc ça c'est une dimension de l'autonomisation des projets est un point de critère. C'est pérennisation effectivement, exactement. C'est quelle est la capacité, est-ce qu'il y a une stratégie ou en tout cas est-ce qu'il y a une réflexion sur la pérennisation. Ça ne veut pas dire que dès le départ on doit dire que le projet va être pérenne parce qu'on n'en sait rien, mais c'est de se dire on a réfléchi avant de dire comment est-ce que après le financement on va pouvoir autonomiser la chose. Et donc voilà, si c'est des ateliers, si c'est un four à pain ou si c'est un jardin collectif, etc. C'est de dire on finance des investissements et puis par la suite c'est comment est-ce que les gens vont pouvoir trouver les moyens pour racheter des graines, etc. Donc qu'en gros que le budget participatif ne se sert pas à financer chaque année les mêmes projets dans une forme de récurrence où il y a une sorte de truc qui s'installe. Donc ça c'est un élément. La dimension de toucher un public assez large et de veiller à cette diversité de publics. La dimension de participation, ça c'est aussi c'est comment les projets sont participatifs et donc permettent à des gens de s'intégrer dans le projet et ne sont pas fermés. Donc l'idée c'est pas de financer par exemple des composts qui sont uniquement accessibles à quelques personnes, c'est aussi cette dimension de participation doit être présente au sein des quartiers. Elle est présente, on essaie de la mettre à tous les étages, donc au niveau, on l'a vu régional dans la réflexion sur le budget, au niveau de la dimension du niveau régional, et puis au niveau du groupe pilote du quartier, c'est aussi de voir comment les gens eux-mêmes amènent cette dimension de participation, quoi. Mais je pourrais le montrer après. Vous avez chiffré ça? Parce qu'on me demande toujours, mais à partir de combien de projets est valable? C'est 3 personnes, c'est 10 personnes, c'est 10 foyers? Ah oui, et là, il y a une notion, donc chaque projet, donc l'ensemble de la demande d'un quartier ne doit pas dépasser 15 000 €, et chaque projet doit être porté par au moins 3 personnes, tu vois, et donc c'est l'idée qu'il y a au moins il y a une personne référente et puis 2 personnes qui sont là en soutien, donc un projet doit pouvoir être soutenu par ça, et puis l'autre critère c'est d'avoir les autorisations nécessaires au niveau de la commune si c'est dans l'espace public ou si on occupe un terrain. Il ne doit pas toucher plus de X personnes. L'idée c'est de toucher un public large, mais il n'y a pas de... Oui, tout à fait. Donc, en termes d'impact, en termes de nombre de personnes, si c'est la question, on n'impose pas un nombre de personnes qui est touché par le projet. Après, nous on essaye, parce que évidemment l'administration nous dit ouais, mais combien de personnes ça a touché, tout ça. Donc il y a ces questions-là de quantité, etc. Et donc nous on essaye avec les quartiers. Là, ça va être mon boulot. Là, justement, en fin 2018, ils sont en demande d'avoir une évaluation aussi parce que la ministre machin, etc. Et du coup, c'est de dire, tiens, sur quels indicateurs on va travailler, donc de voir avec les quartiers, tiens, vous avez fait telle animation 3 fois par an, il y avait à chaque fois 10 personnes, 10 personnes qui ont été touchées par l'atelier directement, puis en gros, plus largement, c'est des personnes qui ont été sensibilisées à ça, oui, il y en a autant qui ont été informés, tu vois aussi, l'impact de l'implication, c'est fait à plein de niveaux différents. Tu peux avoir un projet où il y a peut-être peu de personnes qui sont impliquées, mais le projet a un impact, si on pense à ce qui se fait sur l'espace public, tu vois, le dimension où ils occupent la place, ça a brassé peut-être dans plein de gens, mais ils sont juste passés, mais ils ne sont pas après impliqués dans le projet, donc cette notion, elle est très très vague. Ouais. Mais c'est une question. Après, il y a aussi, tu vois, c'est la notion de qualité, quoi. Quelle est la qualité des projets, parce que les chiffres, je pense, on peut en sortir, quoi. Mais, et après, autant de tonnes de compost, autant de trucs, bon. Mais ça veut pas. Non, c'est pas que je ne comprends plus, mais
Ouais, c'est ça, mais tout à fait. Mais la notion, en tout cas, ce qu'on essaie de. Donc on leur remet des chiffres, on essaie de le faire bien, mais en tout cas, on essaie aussi de dire c'est pas que ça, quoi. Parce que aussi, c'est aussi cette dimension de plus en plus, c'est oui, il faut accompagner plus de quartiers avec moins de moyens, etc. Et puis il faut qu'il y ait de plus en plus de projets. Enfin, il y a aussi une pression parfois qu'on peut ressentir de la part de l'administration si. En gros, à un moment, il y a peut-être que 2 projets, ben on peut rien, mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et eux, ils ont des objectifs, ils ont un budget qui est là, il faut le dépenser, etc. Donc tu as aussi en confrontation avec des logiques d'administration et des logiques citoyennes. Et en fait, il y a plein de choses à dire quoi, sur le temps, par exemple, de l'administration, où ils remettent leur projet, puis après que c'est financé, là, il y a eu 6 mois, et donc ça a un temps énorme, et donc les gens sont là, mais putain, comment est-ce qu'on fait? Et donc c'est aussi une administration qui veut se mettre au service citoyen, en fait, ça demande de repenser les choses aussi. Et ça, ils sont pas toujours prêts, bon, maintenant ils évoluent. Donc, faut pas penser que c'est pas un assez. Je rebondis sur cette histoire d'évaluation par rapport à ce que j'imagine qu'il y a des quartiers qui ont participé. Tu disais qu'il y avait 90 et quelques quartiers où tous les quartiers de Bruxelles ont forcément participé à quartier durable ou un autre dans ces dernières années. Donc il y a une quarantaine là maintenant de quartiers qui sont actifs. Il y en a au fur et à mesure, je pense qu'il y en a depuis 2008, il y en a au moins une quinzaine qui n'ont plus, enfin qui voilà, la dynamique s'est arrêtée. Donc non, tous les quartiers n'ont pas été touchés. Sur la carte, d'ailleurs ça c'était un enjeu, c'était qu'à la base, enfin il y a vraiment aussi la volonté d'élargir à la base l'appel à projet correspondait plutôt à des publics déjà sensibilisés à l'environnement, etc. Donc il y avait cette notion d'aller vraiment vers d'autres publics. Donc nous on a fait un travail aussi d'aller vers des associations, etc. qui travaillent avec d'autres publics pour travailler, mais en gros à la base, à Bruxelles, le sud est plutôt riche, en tout cas il y a vraiment la fracture urbaine, c'est le nord de Bruxelles, l'autre côté du canal c'est toujours le quartier les plus pauvres, etc. Et donc au départ il y avait vraiment beaucoup de quartiers qui étaient à Ixelles, à Etterbeek, enfin des communes quand même plutôt aisées, et au fur et à mesure et là maintenant pour cette carte elle date de je sais pas quand, mais et là de plus en plus il y en a qui arrivent dans d'autres quartiers, donc on a vraiment aussi une plus grande diversité maintenant qu'au départ. Et ça c'est justement peut-être un indice de qualité. À fond. Par rapport à l'évaluation, quand on compare par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on fait, ce qu'ils font pas. Ouais. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que par rapport à d'autres mouvements comme les villes en transition ou des trucs comme ça, on essaie nous aussi de plus en plus de se relier parce qu'il y a vraiment un enjeu aussi à connecter avec toutes les dynamiques en gros qui transforment, enfin qui sont dans une logique de réflexion sur la ville et de changement, et d'essayer de connecter cette dynamique-là à d'autres. Mais on est quand même avec ici il y a quand même un accès qui est, en gros on est sur l'environnement mais au sens large, on n'est pas en gros avec des gens qui sont enfin il y a aussi des gens qui veulent juste créer du lien quoi, et où l'environnement est un moyen, mais on n'est pas que avec des gens qui sont dans cette logique transition écologique hyper haut en termes d'exigence. Parfois il y a des événements voilà, où c'est pas des trucs récup, enfin ça, mais voilà c'est pas grave, l'idée c'est qu'on lance quelque chose, on initie des choses et puis on amène la réflexion, et aussi pas avec un principe moralisateur en disant oui faites pas de la bouffe bio tofu. Enfin, voilà, il y avait des gens qui ont à Bonaire qui ont lancé des tables d'hôtes, bah, c'est plutôt boudin compote, et mais en même temps voilà ça crée, c'est à partir, on part de là où les gens sont. Moi en tout cas j'ai vraiment ça, et faut pas essayer d'imposer le truc et faire un chemin. Vous avez parlé avant effectivement des fois des incohérences quand on travaille avec l'administration. Est-ce qu'il y a des projets qui dans la pérennité ou bien même au début qui sont financés par autre chose que des moyens publics, plutôt des moyens privés, des sponsors, des associations? Est-ce que ça existe ça en Belgique? La dimension de financement privé en Belgique est quand même assez peu développée. Donc ce qui se passe, c'est que parfois des projets sont initiés par la région et puis sont soutenus par la commune. Parfois les gens développent aussi, de par leurs activités, une dimension économique. Certains quartiers sont passés sur des projets avec une dimension de faire des revenus. Mais le soutien privé, ça j'en ai pas connaissance, sauf si c'est dans le cadre d'un projet, un commerçant qui va donner un soutien, etc. Mais pas de manière comme ça. Et des fondations, il y a la fondation Roi Baudouin qui va soutenir parfois certains quartiers, mais c'est ponctuel et c'est pas du tout dans une logique à long terme.
Non. Nous, par exemple, il y a la loterie Rouen qui soutient aussi oui. Des projets. Vous avez pas la loterie nationale, oui, c'est ça, via la Fondation Rabaudouin qui finance, mais on est de nouveau avec les quartiers, ils vont chercher l'argent là où il est aussi, hein, donc il y a le financement ici, puis s'il y a un autre appel à projet, ils vont en profiter aussi, donc il y a aussi parfois des quartiers qui sont avec d'autres dimensions, enfin d'autres soutiens financiers, et donc nous on essaie aussi de solliciter, de ne pas se dire il n'y a que ce quartier durable, c'est aussi dire comment est-ce que vous pouvez aller choper là où il y en a, quoi. C'est simple. Ouais. Vous avez des quartiers aussi, justement, c'est vraiment flamands qui vont participer à ça, ou c'est vraiment... Alors ici, à Bruxelles, en gros, il y a à peu près 10% de personnes qui parlent le néerlandais, et la plupart sont assez bien bilingues, et donc les néerlandophones à Bruxelles, il y en a, dans les dynamiques, il y en a plein, mais des quartiers que néerlandophones, non. Par contre, c'est vrai qu'il y a, dans les dynamiques, c'est plutôt on est quand même plutôt avec un public francophone. Et que mais ça c'est le problème de Bruxelles, c'est que tu as des réseaux qui sont très très différents, qui fonctionnent sur des logiques tout à fait différentes, de par justement ce financement qui est lié à ce qu'on appelait les communautés, hein, donc en fait tu as des écoles néerlandophones, tu as des écoles francophones, et donc les centres culturels francophones et néerlandophones, dans une même commune tu as 2 centres culturels qui fonctionnent, voilà, donc c'est un peu schizo quoi, mais donc ce qui se fait que ici c'est quand même plutôt francophone, il faut l'avouer, c'est plutôt comme ça. Et après dans les coachs, moi je suis un peu une pute en néerlandais, mais il y en a d'autres qui savent se débrouiller. Donc, mais même dans les rencontres interquartiers, il y a des néerlandophones, mais souvent on amène la lingua franca. Et puis par exemple, s'il y a un projet qui émerge comme ça, est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous les mettez au lien, par exemple, ici avec la maison médicale, point, tout ça? Ouais. Ouais, tout à fait. Moi c'est vraiment dans les... Ah oui, mais dans l'état des lieux partagé, c'est un des premières choses, c'est demander quel est, en fait, faire l'état des lieux des ressources. Donc les ressources en termes d'opportunités de lieux, de local, de soutien d'associations, de compétences aussi en interne. Hein. L'état des lieux, il y a... Moi j'aime bien c'est des trucs... J'essaie de choper ça vite fait, comme ça je vous montre un peu... Au fur et à mesure, on a développé un peu des outils, mais qui sont état des lieux partagés. Ouais, c'est ça. En gros, on se dit, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire donc un travail qui est à la fois autour du quartier, en identifiant quels sont les besoins, quelles sont les dynamiques citoyennes et associatives, quelles sont les ressources au sein du quartier, et du coup quels sont les constats qu'on en tire. Autour du groupe porteur du projet, c'est de voir quelles sont les ressources disponibles au sein du groupe. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des compétences particulières, du temps, voilà. Définir des objectifs et des priorités à partir de ces compétences et en lien avec ce qu'on a identifié là. À partir de motivation et intérêt, je pense que la notion d'envie est vraiment essentielle. La dynamique de groupe, et puis ça permet à partir de ces 2 éléments, de définir des projets qui correspondent à la fois à des envies, à des motivations qui sont là, à des enjeux du quartier, et de se dire que ceux-là, autour du projet, c'est de voir là par contre quels sont les moyens nécessaires pour porter le projet, quelles sont la dimension de pérennité, etc. Et autour de ça, nous on vient appuyer à travers, oui j'ai pas dit, mais il y a aussi la possibilité pour les quartiers de faire appel à des experts, entre guillemets, par exemple sur des questions d'aménagement, de faire appel à un architecte qui va pouvoir venir donner des avis sur l'aménagement. Sur les questions de fabrication de bacs, des collectifs qui sont spécialisés dans l'aménagement de bacs, c'est de dire tiens, on peut faire venir ces personnes-là, parce que nous, moi je ne suis pas expert en tout, et donc il y a souvent des besoins très spécifiques, une toiture verte, l'aménagement de pas mal de choses, et des outils aussi qu'on a à disposition, et puis j'aime pas trop le mot coaching, c'est pour ça que j'en parlais pas, mais bon, voilà, c'est la dimension d'accompagnement. Et tout ça, c'est de se dire, l'ensemble doit être cohérent en fait. Je sais pas du tout. Il reste 10 minutes. Je sais pas, moi ça m'intéresse. Ouais. À partir de ça, je pour être sûr d'avoir bien compris. Donc en haut à droite, il y a une idée donc, qui est proposée suite à cet appel à projet.
Oui, donc avant ça ici, il y a l'appel à projet qui est lancé. Le groupe, un petit groupe répond et dit nous on veut démarrer quelque chose dans le quartier. Et ensuite on les amène à faire ce travail-là. Mais avec des autres groupes qui proposent des projets dans le même secteur ou juste avec ce L'idée évidemment c'est que s'il y a deux groupes qui sont dans le même secteur et qui veulent travailler sur le même territoire, on va essayer de les connecter. Ça c'est évident. Parfois il y a un groupe qui dit nous on va travailler sur ce secteur-là et on dit il n'y a rien autour, il n'y a rien, il n'y a pas d'autres dynamiques. Et donc là on va faire ce travail de dire ok vous avez l'intention de faire telle et telle chose, c'est vachement intéressant, mais est-ce que peut-être voyons avant de se lancer dans un projet, voyons déjà si effectivement il y a des... Parce que parfois il y a... j'arrive dans un quartier et puis ils disent ouais on va faire 15 bacs d'incroyables comestibles et on va les mettre là, là et là et là, tu vois. Et du coup, et en fait ils sont 3 et ils disent attendez, ok posons-nous un peu, voyons, ok est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que ça correspond, qu'est-ce que vous cherchez en fait à faire en fait, c'est de la production, c'est faire du lien, etc. Donc refaire un pas en arrière, de dire ok attendez, voyons un peu ce que vous voulez faire. Et allons voir un petit peu aussi dans le quartier, plutôt que de se dire on va se lancer tout de suite et peut-être en fait se casser la gueule dans 6 mois parce que en fait on n'a pas les moyens des pôles suffisamment larges ou que ça correspond pas, qu'au niveau du quartier il n'y a pas ça répond pas à un besoin, de faire ce travail-là et de pouvoir redéfinir le projet vraiment en conséquence. Donc c'est vraiment ça. Je me disais si je pouvais vous montrer encore, tant que c'est un peu expérimental, hein, j'ai préparé quelques trucs, mais je peux vous montrer encore juste l'intervention du Science on parle, si ça vous intéresse, parce que là on a beaucoup parlé de quartier droit, mais en même temps je pense que ça fait écho à mon avis avec aussi les pratiques de chez vous, je pense. Vous êtes aussi en lien souvent avec des citoyens pour les amener. Okay. Oui, c'est pour ça. Mais juste par rapport à encore un truc, on travaille dans un quartier et justement il y a une citoyenne qui a commencé à identifier tous les talents du quartier, donc elle a commencé à récolter sur des petits papiers à travers le quartier, tiens quels sont les talents, etc. Donc elle a commencé à faire des ateliers et elle a fait ça dans une maison de quartier et en fait c'est vraiment, il y a un enjeu là. Moi j'avais pas conscience, mais en gros c'est une maison de quartier qui est plutôt sur les jeunes, qui fait beaucoup d'activités, mais qui est plutôt centrée sur la maison de quartier très fort et pas très sur le quartier. Et du coup d'arriver à travailler en fait avec des acteurs qui sont plutôt animation socioculturelle, etc. C'est un vrai enjeu avec des citoyens en fait de rentrer en dialogue parce que il y a des logiques parfois qui sont très forts. Eux en fait la maison de quartier est très fort axée sur les jeunes et sur il y a une sorte de barrière et donc là en fait petit à petit on a essayé d'imaginer un local dans la maison de quartier pour pouvoir qu'elle soit réappropriée par les habitants, mais ça prend du temps et en fait je me rends compte qu'il y a aussi des cultures entre guillemets différentes et qu'il y a du coup voilà ça amène pas mal de questionnements sur comment collaborer en fait avec des logiques aussi où les maisons de quartier sont souvent par public ou par thématique, la maison des femmes ou la maison de quartier des jeunes, etc. Et du coup, c'est pas évident d'arriver à tisser des liens, mais c'est aussi cet enjeu-là de pouvoir dialoguer, de créer des projets ensemble. Mais voilà, ici on est face à pas mal de difficultés de part et d'autre. Merde, j'ai pas fait. Ah zut, je pensais que je l'avais en piste. Je retrouve pas, je suis désolé. Non, je voulais vous montrer une vidéo encore sur capacitation, mais je l'ai pas. Ce sera pour l'autre groupe, je vais le faire retrouver. Je sais pas s'il y a encore des choses, des questions, des réactions, ou bien... Ouais, comme des têtes un peu fatiguées, c'est quand même... juste, c'est l'heure de manger, et juste vous dire qu'en gros, parce que j'avais pas terminé mon PowerPoint en fait, je pense.
Non. Non, parce que je l'ai fait hier soir, tard. Et encore même à 9h30 ce matin. Non, voilà, juste, oui, c'est ça, vous dire que, du coup, là, enfin, des contacts. Donc, sur notre site, il y a toutes les publications qui sont en ligne. J'en ai amené quelques-unes, mais comme je disais, donc, vous pouvez les consulter ici, mais je voulais les garder pour que certains puissent se consulter. Et donc, elles sont toutes en ligne, et du coup, il y a l'adresse à Bruxelles et en France, et le site qui est un peu merdique pour l'instant, mais bon, voilà, je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations. Il y a toute une base de données sur les budgets participatifs, avec pas mal de documents, sur les community land trusts, et puis toutes les publications qui sont en ligne. Il y a aussi le site capacitation, mais qui est lui encore plus vidéo, mais on retrouve tous les livrets et toutes les vidéos aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un site sur les budgets participatifs à Bruxelles? Non, en Belgique non, mais par contre il y a un site qui est Gilles Prado qui a fait un site qui est budget participatif et où il met pas mal d'outils en ligne, mais plutôt au niveau français. D'accord. Faut bien dire qu'à Bruxelles, enfin à Bruxelles en Belgique, on n'est pas arrivé à mettre en place le même fonctionnement qu'à Porto Alegre, c'est-à-dire un pourcentage du budget d'investissement qui est mis en discussion. Ici, on est avec des enveloppes qui sont mises en discussion. Comme quartier durable, on a mis 100 000 euros. Bah, dans d'autres quartiers, ils ont mis 15 000 euros qui sont discutés et tous prennent en décision avec les citoyens, mais on reste dans une enveloppe circonscrite. Et il n'y a pas cette dimension de discussion sur les finances publiques. Et pour nous, c'est un enjeu énorme, c'est-à-dire de dire c'est très bien de discuter de tel argent et de mettre en place des projets, mais en fait, si tu n'amènes pas aussi un niveau de réflexion sur les politiques publiques, or c'est ça le budget participatif, c'est de réorienter les moyens budgétaires en fonction de priorités. C'est ce qui s'est passé à Porto Alegre où, à partir de faire remonter les priorités sur le quartier, les moyens ont été beaucoup plus à la périphérie de la ville et beaucoup moins concentrés dans le centre. Bref, et donc tout ce renversement des priorités, en fait, il y a peu de communes enfin, il n'y a pas de communes, il n'y a pas d'initiative en Belgique qui est arrivée à ce niveau-là. Par contre, en France, oui. Mais c'est un vrai défi, oui. Voilà, bah, bon appétit. Merci. Bon, est-ce que tout le monde a compris pour le manger? Oui. Oui, vous avez une cagette de repas qui vont être sortis de l'UEG. Et c'est une cagette pour 5 personnes. Du coup, vous allez faire des petits collectifs de 5. Vous pouvez manger où vous voulez dans le quartier. Bah voilà le 5 justement. Ah ouais, c'est ça.